Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir deux invités pour commencer cette émission, à commencer par monsieur Olivier Zeniarata, responsable médiatique et producteur français. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Ahmed Bedjaoui, producteur algérien, est également avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation, monsieur. Avec plaisir. Alors, on va parler cinéma, mesdames et messieurs, comme vous l'aurez compris. J'ai le plaisir d'être accompagné également de Gamal Abina, comme à l'accoutumée. Bonsoir Gamal. Bonsoir. Bonsoir également Badis Renissa. Bonsoir Noël. Il y a également avec nous notre spécialiste cinéma, notre spécialiste en tout, notre couteau suisse, Faisal Matawi. Bonsoir Faisal. Bonsoir Noël, des amis téléspectateurs. Et il y a également Mahdi Razal autour de la table. Bonsoir Mahdi. Notre couteau algérien. Bonsoir à toutes et à tous. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr, je précise, on sait jamais. Au sommaire ce soir, mesdames et messieurs, le cinéma algérien et les avancées réalisées durant ces dernières années à la veille de l'ouverture des Assises nationales du cinéma. La crise entre Paris et Alger se durcit après les attaques sans répit de l'extrême droite française. Nous évoquerons également d'autres sujets d'actualité internationale. Alors je le disais ce soir, messieurs, on va faire un focus donc sur le cinéma, l'industrie cinématographique algérienne. Le cinéma algérien a réalisé ces dernières années, je le disais lors de mon sommaire, des avancées significatives à travers notamment la promulgation de la loi relative à l'industrie cinématographique, mais aussi l'inauguration pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie de l'Institut national supérieur du cinéma. Il y a également, il ne faut pas l'oublier, les Assises nationales du cinéma. Monsieur Ahmed Bedjaoui. Ces assises qui reviennent cette année dans leur deuxième édition. Écoutez, je vais tempérer un peu votre enthousiasme parce que le cinéma, ces dernières années, a vu l'arrêt du fonds d'aide au cinéma, ce qui a conduit à un ralentissement de la production cinématographique. On a vu effectivement 2 multiplex se mettre en place, ce qui est déjà un petit départ, mais qui est loin de nous renouer avec le passé de 450 salles pour une population de 10 millions d'habitants. Donc il y a des défis importants qui se jouent et justement ces assises sont là pour préciser ces défis. D'autre part, la loi sur le cinéma, il est évident qu'elle n'a pas rencontré l'enthousiasme des professionnels et c'est là aussi pourquoi le président de la République a toujours réaffirmé son attachement au cinéma et sa volonté de développer le cinéma, a demandé au ministère de la Culture de reconsidérer les choses et de reconvoquer la profession pour la consulter, puisque la première fois elle a été consultée, mais la profession estime qu'elle n'a pas été écoutée. Disons les choses comme elles sont. Et aujourd'hui, il y a un très grand espoir qui est né. Il y a eu une concertation, essentiellement avec ce nouveau ministre pour lequel nous posons énormément d'espoir, M. Balalou, et qui a convoqué donc à la fois les administrateurs et les professionnels du secteur. Et effectivement, c'est cette concertation entre tout le monde, c'est 2 aspects des choses, parce que ce n'est pas l'État qui va continuer à produire il peut réglementer la profession, mais c'est à la profession de se régir elle-même. Donc, j'espère que les recommandations qui vont sortir de ces assises qu'a voulu le président, justement pour rectifier les choses, y compris la loi, elle peut être aménagée parce qu'il n'y a aucun sujet n'est tabou, il y aura des recommandations et c'est un travail de concertation, de compromis qui va se mettre en place pour pouvoir mettre les choses en place. Voilà. Très bien. Justement, on va parler de ces assises Faisal Matawi. C'est un signe, c'est une volonté très forte de développer justement le secteur du cinéma. Oui, parce que c'est la première fois qu'en Algérie qu'on a un chef d'État qui insiste sur la question de l'industrie cinématographique. Parce que la loi évoquée par M. Ahmed Bedjaoui, c'était la loi sur l'industrie cinématographique. Ce n'est pas sur le cinéma, parce qu'on sait que le cinéma est un art et une industrie. La loi a été effectivement promulguée en 2023. Après des assises nationales, les premières c'était en avril 2023, où il y avait beaucoup de professionnels qui ont discuté de cette loi, etc.
La loi a été promulguée, certains l'ont acceptée, d'autres l'ont critiquée, mais les assises de ce dimanche et lundi 19 et 20 janvier, il y aura une évaluation de cette loi. Ça veut dire que la loi, elle peut être amendée, elle peut être améliorée, on peut introduire aussi les avis des professionnels. Il y a plusieurs aspects qui vont être discutés durant ces assises. D'abord, le financement, parce qu'il y a le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, M. Saifi Gharib, qui va intervenir. Il y a aussi le directeur général de l'Agence algérienne de promotion des investissements, M. Omar Rakash, le président du Conseil du renouveau économique algérien, M. Omar Kamel Moula, et le président de la BEP. La BEP, pourquoi? C'est M. Boualem Djebbar, parce que c'est le financement. Et donc le financement, c'est effectivement, il a été constaté qu'il y a quand même, M. Bijawi parlait du fonds, le fonds a été repris, il me semble, le fonds d'aide au cinéma. Mais il doit figurer dans la loi. Dans la loi. Il doit s'adosser sur la loi. Parce qu'il y avait, un écrit qui a été envoyé au président de la République pour rétablir ce fonds. Parce que c'est vrai qu'il y a le financement du cinéma reste quand même un grand problème, mais il y a un atelier, dans les ateliers qui sont prévus demain, durant les assises, il y a un atelier sur l'économie et le financement du cinéma. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les aspects financiers, il y a aussi l'aspect économique, parce que c'est une industrie, donc on peut construire des studios, on peut produire des films, on peut construire des salles, des multiplex notamment. Et aussi, le deuxième atelier va évoquer la gouvernance et le cadre d'organisation du secteur du cinéma, la déontologie, parce que le secteur du cinéma a besoin aussi de certaines déontologies par rapport aux sujets abordés, par rapport aux thématiques, par rapport au traitement avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les relations professionnelles, la formation dans le cadre du cinéma. Et l'un des plus grands acquis ces dernières années, c'est justement l'ouverture d'un institut supérieur du cinéma, l'Institut Khadr Hamina à Qli'a. C'était une demande des professionnels depuis très très longtemps. Et maintenant, on peut déjà commencer à former. Parce que le besoin, M. Bijawi le sait, le besoin de former des producteurs est important, des cinéastes. C'est vrai que les cinéastes, les réalisateurs, c'est des créateurs, mais aussi ils ont besoin d'une certaine base théorique et académique. Et cet institut va combler un grand bit en matière de formation. Tous ces aspects seront abordés durant ces assises qui vont durer 2 jours, parce qu'il y a aussi beaucoup de défis pour le cinéma algérien, notamment la construction de studios, la formation, le financement. Maintenant, il y a des tentatives d'avoir des financements publics-privés, parce qu'on a vu ces dernières années qu'il y a des films qui sont coproduits par des finances publiques et des finances privées. Et donc, cette formule de financement, elle est importante, parce que pour un peu surmonter la difficulté d'avoir de l'argent pour faire un film. Alors, Mahdi Ghazar, je me tourne vers vous. À son arrivée à la présidence de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s'est engagé à promouvoir le cinéma et la culture en Algérie. Ben, écoutez, le président de la République a été le seul candidat en 2019 à donner une place à l'Institut, à l'industrie cinématographique. Il faut le dire, pendant sa campagne électorale, il avait mis le cinéma au milieu de sa campagne électorale pour justement lui attribuer une place qu'il faut. Moi, je vais être, à contrario de M. Bijawi, et en toute amitié, moi, je vais voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Pour moi, demain, le 19 janvier, sera une date à marquer à l'encre noire pour le démarrage du cinéma algérien. Le 19 janvier 2025 sera le début de la nouvelle ère du cinéma algérien, et j'en suis convaincu. Demain, des décisions grandes vont être prises pour une véritable industrie cinématographique algérienne. Ce n'est pas pour faire de la figuration. Les assises de demain, ce n'est pas pour aller manger des petits fours et boire des jus d'orange. Je suis d'accord avec ça, vous. il faut le dire Ça, et il faut le convaincu. marteler. Demain, le président de la République a une volonté précise, nette et sans faille de faire décoller l'industrie cinématographique algérienne. Nous avons, l'Algérie a tous les atouts dans sa manche pour faire de l'industrie cinématographique algérienne une grande industrie mondiale. Le cinéma, c'est le rayonnement à l'international. Le cinéma, c'est de la diplomatie. Le cinéma, c'est de l'économie. Le cinéma, c'est aussi pour la partie sociale. Je préfère, excusez-moi, c'est peut-être un côté chauvin de ma part, mais je préfère voir des films réalisés par des grands producteurs, réalisateurs, avec des grands acteurs de mon pays, que voir des films des États-Unis, d'Inde ou de peu importe du pays des grands, on va dire, industries cinématographiques mondiales. Peut-être que je suis chauvin, certainement. Ben, c'est un plaisir de voir que dans mon pays, on a une volonté politique sûre, mettre on va dire le terme, mettre de l'argent, mettre des moyens techniques, financiers, logistiques, pour avoir une grande académie du cinéma et avoir une grande industrie cinématographique.
Excusez-moi, on a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là, c'est vrai, mais on a cette volonté politique. Et sans volonté politique, on ne fera rien. Donc voilà, c'est mon côté optimiste. Hein. Moi, je vois toujours encore le verre une à moitié fois, plein. voilà, je vois les choses de façon très positive. Monsieur Olivier Zenia Rata, à l'instar des médias, est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer l'industrie cinématographique comme étant un puissant outil de soft power de l'État algérien? Alors, de manière générale. De manière générale. Oui. De manière générale, je vais vous dire que oui, évidemment. Aujourd'hui, encore, le cinéma, après 50 ans où il a été l'un des outils majeurs de soft power dans le monde, il est évident que les États-Unis d'Amérique ont utilisé le cinéma À outrance. Bravo. pour diffuser une image de leur société, une image de leur organisation sociale, économique et politique, pour dire cette organisation est la meilleure du monde, et vous allez le voir dans tous nos films. Et le cinéma américain, ça a été une formidable arme de propagande. Moi, je n'ai pas peur du terme. Oui. Donc, cette arme de propagande, elle existe encore, et elle est aujourd'hui en plus relayée par de nouveaux moyens de diffusion et de distribution des œuvres, en particulier les moyens numériques, le fait que tout le monde regarde ces œuvres qui sont fabriquées par Hollywood sur des téléphones portables, oui, sur des réseaux internationaux de diffusion de la culture et en particulier du cinéma. Donc, on a les plateformes, Netflix, etc. Enfin, Amazon Prime, je ne vais pas revenir, Amazon Prime, etc. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on observe sur les 20 dernières années qu'un certain nombre de pays ont effectivement décidé, mais par une décision politique, de redonner à leur cinéma le souffle nécessaire pour qu'ils portent leurs valeurs, leur image, leur vision du monde, y compris sur la scène internationale. Je voudrais juste deux petits exemples, mais qui sont à mes yeux assez révélateurs. Vous avez la Corée du Sud. La Corée du Sud avait un petit cinéma. Elle a décidé politiquement d'avoir un grand cinéma. Oui. Et maintenant, mais comment elle a fait? Elle a mis en place des conditions économiques permettant de financer le cinéma. Elle a mis en place un centre national du cinéma qui est financé lui-même par un certain nombre de taxes et qui permet d'avoir un financement stable et pérenne du cinéma. Elle a mis en place un certain nombre de réglementations. Et en fait, ce n'est pas l'État de Corée du Sud, c'est l'ensemble de ces décisions législatives ou réglementaires qui ont eu un effet et ont permis aujourd'hui à la Corée du Sud d'avoir une palme d'or au Festival de Cannes, d'avoir des Oscars, d'avoir etc. et d'avoir un cinéma. Squid Game qui est quand même impressionnant. Absolument. C'est une série. Donc vous avez C'est une série. un autre exemple qui est aussi intéressant, c'est celui de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, il n'y avait pas un cinéma. Il y avait deux cinémas, cinémas. En 2018. Aujourd'hui, il y a des centaines de multiplexes. Il y a 500 écrans, 246 salles. Donc, bon, évidemment, avec une décision de l'État, Une volonté qui politique. est une volonté politique, mais Qu'on a ici, justement. mais alors, D'où ces justement, assises, ce Olivier. que je voulais dire D'où ces très assises. précisément, c'est que moi, ce qui me ravit, c'est de voir un État comme l'Algérie. Au sommet de l'État, qui on veut comprend ça. Que c'est un enjeu à la fois économique, diplomatique, culturel, d'affirmation au sein du concert des nations, Bien pour sûr. faire reconnaître. Et l'Algérie a énormément de choses à dire. Elle a des choses à montrer, elle a des beautés à mettre en avant, elle a une vision aussi du monde qui mérite d'être connue à l'extérieur davantage, et rien de mieux que le cinéma pour transmettre ça. Donc, en réalité, moi, j'avoue que la proposition de venir travailler avec les collègues et confrères algériens dans le cadre de ces assises m'a enthousiasmé, parce que précisément, ce qui était au cœur de cette proposition, c'était une volonté politique marquée. Et cette volonté politique marquée, ensuite, après, il ne reste plus qu'à décliner en fonction des spécificités du pays, des points sur lesquels il faut renforcer,
On a évoqué les studios, on a évoqué les structures de production, on a évoqué la distribution et les salles. Et c'est toute la chaîne. L'aspect commercial du cinéma. Absolument. Le rendement. C'est toute la chaîne qu'il faut renforcer. Bien sûr. Ce sont des mesures à chaque fois spécifiques. Oui. Par exemple, j'évoquais les mesures qui ont été prises en Corée pour renforcer la production. C'est essentiellement des mesures de financement, mais qui passent par des décisions réglementaires. Et puis, mais ce sont les mêmes qui ont été prises, par exemple, en Belgique. Mais il y en a d'autres. Par exemple, les mesures qui ont été prises en Arabie Saoudite, c'est très différent. C'est des exemptions d'impôts pour les gens qui créent des cinémas. Tout à fait. Et du coup, les gens créent des cinémas parce qu'ils se disent, sur 20 ans, tout le rendement de ce lieu, de cette salle, il va me revenir et je n'aurai pas d'impôt à payer dessus. Donc en fait, il y a des solutions. C'est parfois de l'incitation fiscale, c'est parfois de la taxation pour financer, c'est parfois les assiettes de terrain, il suffit de mettre des batteries de disposition, Absolument. de facilitation Absolument. pour que les choses aillent. Parce qu'il y a des gisements financiers dans ce pays qui ne demandent que cela pour se greffer sur cette volonté. Gamal Abina, je reviens vers vous 2 minutes, Mahdi. Le temps de poser juste une question à Gamal Abina. Gamal Abina, monsieur Olivier Zenia-Rata vient de le dire, il existe donc une importance stratégique entre le côté cinématographique et le côté médiatique. C'est un puissant vecteur de soft power en Algérie aujourd'hui que l'Algérie doit justement développer. Tout à fait. Ce qui est bien, c'est de revenir un peu à la genèse du cinéma. Américain, allemand, c'était les plus grands cinémas à l'époque, et les Allemands étaient les premiers. Et on parlait tout à l'heure de propagande américaine, et c'est bien de le rappeler, parce que un des premiers à avoir compris l'importance du cinéma en termes de propagande en soft power, en l'occurrence, c'était Joseph Goebbels avec la UFA. La UFA, c'était une immense structure de cinéma avec des studios considérables, et il produisait des films au départ grossiers, dont un qui s'appelait Quex, qui était un film de propagande nazie. Et par la suite, il s'est rendu compte très rapidement qu'il n'était pas possible de communiquer à la population l'amour des nazis en passant par des messages grossiers. Donc il a commencé à rendre soft son message, en passant par les films d'amour, en passant par les films de romance, d'aventure, et il a commencé à produire un cinéma qui envoyait des messages indirects, ce que font très bien les Américains, en disant « chez nous c'est merveilleux ». Nous sommes le modèle. Ils ont même fait Titanic. Le premier Titanic, c'est les Allemands qui l'ont fait, il faut le savoir, avec une critique de l'Amérique. Et très rapidement, il s'est rendu compte de la puissance du cinéma. Et donc, qu'est-ce que c'est que le cinéma? D'abord, c'est les ombres et les lumières. C'est du son. Et tout ça, c'est des spécificités techniques qu'on doit apprendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne maîtrise pas le son, qui ne maîtrise pas le calibrage de l'image, qui ne sait pas faire un étalonnage, moi j'ai fait une réalisation, je peux vous en parler, c'est un gros travail, il faut des techniciens hors pair pour cela. Ensuite et surtout, c'est des canaux de diffusion. D'abord, des salles, effectivement, c'est dit. Nous, il nous faut, en Algérie, et je l'appelle de mes voeux, nécessairement des multiplexes, c'est ce qui est à la mode, ça permet aux familles de sortir, d'aller au restaurant, de passer un bon moment, de vivre le cinéma, parce qu'il faut le vivre. La communication, il faut des panneaux dans la rue pour afficher le cinéma. Et surtout, ce qu'il faut, c'est des distributeurs, ça a été évoqué à l'instant, à savoir que s'il n'y a pas de distributeurs, les films meurent. Je prends 2 exemples très symptomatiques de films qui étaient de qualité internationale et qui n'ont pas trouvé un distributeur solide pour les faire. C'est La Dernière Reine, qui était magnifique en termes de réalisation, avec une belle image, un beau calibrage. Il a été quand même relativement bien distribué. Relativement, mais prenons des célébrités comme la Chronique des années de Braise ou l'Opium et le c'est une bâton, autre époque, justement, qui n'ont jamais connu de salle, Oui, à l'extérieur d'Algérie. Alors qu'il a eu la Palme d'Or. Juste à, oui, Chronique des années de Mais Braise. après, il y a un c'est retour. pas la même période. C'est pas C'est la même pas période. la même même période, période. c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que ce film-là, alors il y en a un qui est malheureusement sorti en plein Covid, c'est Heliopolis, qui était magnifique, moi j'ai adoré, et on l'a pas vu très distribué. C'est pareil, la Dernière Reine, j'ai vu le parcours, parce qu'on a reçu Damien Nourri à la radio, c'était un parcours long, il a fallu salle après salle diffuser, donc il a une diffusion par effet de contamination. C'est honorable, disons. Mais il n'y a pas eu 300 copies, on sait très bien. Donc ce qui se passe, c'est que le cinéma, c'est aussi et surtout un distributeur. En Algérie, il faut des distributeurs solides qui puissent investir le marché international. Et puis le cinéma, c'est effectivement une chose, c'est la valorisation de la culture, de l'art, du passé. Le 7e art. Le 7e art, absolument. Et en Algérie, on a des décors, on faisait référence, vous avez dit tout à l'heure, la beauté, c'est quoi? C'est des extérieurs incroyables, je veux dire. Quand vous voyez que des films, quand on voit des films qui ont été réalisés ici, comme Z de Costa Gavras, c'est pas rien Z. Quand on voit qu'on a une Palme d'Or en 75, effectivement, et qui était extraordinaire, la seule Palme d'Or africaine, il ne faut pas l'oublier. Quand on voit qu'il y avait une vraie impulsion politique, parce qu'à l'époque, le politique le voulait, il faut revenir à cela. Et le cinéma, c'est pas rien aussi, parce que c'est un générateur de profits considérables, qui, s'ils sont bien mis en avant, font qu'on peut faire émerger des personnalités, des stars. Tout à l'heure, on parlait de la nécessité d'avoir un centre, comme le soulignait M. Olivier, un centre national du cinéma. D'ailleurs, c'est un projet. Oui. Parce que nous avons C'est un des enjeux importants. un enjeu des assises de demain. Parce que nous avons en Algérie plusieurs entités qui interviennent dans le domaine du cinéma. Le CADC, le Centre algérien de développement du cinéma, le CNCA, le Centre national
du cinéma de l'audiovisuel, il y a la cinémathèque algérienne. Oui, CACA, oui. L'ARC aussi qui intervient. L'ARC aussi, c'est l'Agence algérienne de rayonnement culturel. Donc plusieurs intervenants. Le projet est d'avoir un centre national qui réunit un regroupement des moyens, un regroupement des financements, un regroupement des techniciens, des spécialistes, pour plus d'efficacité, pour qu'il y ait quand même une certaine visibilité. Parce qu'Olivier parlait tout à l'heure de la Corée du Sud. La Corée du Sud est devenue aussi une puissance sur le plan des séries sur les plateformes. Monsieur Bjaoui, quelle est la valeur ajoutée du cinéma aujourd'hui? Sans aller jusqu'à la Corée du Sud, le Nigeria à côté de nous produit produit 2000 films par an et emploie 2 millions de personnes. C'est énorme. Ça veut dire que le cinéma algérien, par la volonté politique, non seulement il peut créer un marché, parce que c'est le marché qui va décider de tout, c'est cela la pompe qui va embrayer le tout, mais en même temps c'est un potentiel gros employeur de main-d'œuvre. C'est un marché intérieur, le Nigeria. Excusez-moi, mais quand le président de la République a été élu en 2019, immédiatement, il a nommé un ministre délégué au cinéma. Ensuite, immédiatement, il a tendu la main à tous les producteurs et tous les réalisateurs algériens en 2020. Il avait aussi un conseiller cinéma audiovisuel. Il a nommé il a nommé un conseiller à la présidence, le grand cinéaste Ahmed Rachdi, comme conseiller à la présidence. C'est une volonté dès son investiture de son premier mandat. Mais il n'y a pas eu justement cet effet de retour, de la partie du cinéma. Donc rendons à César ce qui appartient à César, mettons les responsabilités devant tout à chacun et ne parlons pas uniquement de faute du gouvernement. Je ne suis pas là pour critiquer les acteurs du cinéma, mais en 2020, la main a été tendue par le président de la République. Et il y avait peut-être des orientations politiques pour certains qui croyaient d'autres choses, où ils se sont dit, on ne va pas tout de suite se coller au nouveau gouvernement, et vous savez de quoi je parle en post-Hirak. Donc ils se sont dit, on va se cacher derrière la blouse pour pas trop s'afficher. Et finalement, ils ont eu tort, parce que quand Ahmed Rachdi a été nommé conseiller à la présidence, il a essayé de faire avancer les choses. Maintenant, on a des assises demain qui sont des assises qui sont préparées depuis plus de 6 mois avec des propositions concrètes et pour qu'elles soient validées. Encore une fois, et je le répète, demain, c'est pas petit four et chocolat chaud. Demain, des décisions vont être prises pour l'avancement et la création d'une industrie cinématographique algérienne forte. Badis Nissa, je viens vers vous. Pour la première fois de la soirée, Badis Nissa, mercredi, on le voyait tout à l'heure à l'écran, le président de la République a réuni les patrons de presse, donc les directeurs des médias nationaux. Et avant d'ouvrir donc demain ces assises du cinéma, ces assises nationales du cinéma, on voit bien le lien finalement qui existe entre le côté média et le côté cinéma. Absolument, il y a un lien très intrinsèque entre les deux leviers qui sont des leviers complémentaires, faut-il le rappeler. Et moi, j'aimerais juste tout simplement commencer par poser le décorum. Le président de la République, au lendemain de son élection, il a voulu que le cinéma algérien renoue avec sa grande épopée du cinéma algérien, qu'on revienne un peu aux fondamentaux, qu'on revienne à l'exégèse, qu'on revienne aussi à l'excellence, notamment du cinéma algérien, qui a fait, et je pense sous votre contrôle, effectivement des grands succès mondiaux. Et pour cela, bien sûr, il est revenu vers ce principe fondamental qui est aussi la diplomatie culturelle. Oui. Quoi de mieux que le cinéma comme fer de lance, pour que justement qu'on puisse effectivement non seulement retranscrire un cinéma beaucoup plus vertueux, un cinéma de résistance, un cinéma engagé, un cinéma de culture, un cinéma de vision, un cinéma aussi qui traite les tragédies, qui traite des questions sociétales et autres. Donc un vrai levier, je dirais, de conscientisation, un vrai levier d'exportation de la culture algérienne qui plus est, et quoi de mieux qu'effectivement ces assises, notamment en conjugaison avec les efforts des médias, parce qu'il est fondamental aussi, quand on a un savoir-faire, de le faire savoir, et que les médias soient justement cette extrapolation, ce relais effectivement, notamment pour le promouvoir. Maintenant, j'aimerais revenir juste aussi sur la sémantique. Le président de la République qualifie d'industrie cinématographique et non pas de secteur. Exactement. C'est dire effectivement l'importance et surtout corréler cette industrie avec les ambitions de l'Algérie nouvelle vis-à-vis du cinéma. Donc finalement, ça apporte une valeur ajoutée. Bien sûr, mais ça crée, comme l'ont si bien dit nos invités, M. Bedjaoui et M. Olivier, le cinéma apporte sa richesse. Pas que sur le plan de vue, justement, social ou politique, sur le plan de vue économique, le cinéma va pouvoir permettre une création d'emplois
énorme, Alors, Mahdi, avec une valeur ajoutée énorme à la société je algérienne. vous reprends la parole, Mahdi, pour la redonner à M. Ahmed Bidjaoui, qui va devoir nous quitter dans pas très longtemps. Donc, M. Ahmed Bidjaoui, parlez-nous un peu de la valeur ajoutée économique de l'industrie cinématographique. Écoutez, le départ, c'est un marché cinématographique. Un marché cinématographique qui va générer, celui qui va payer au guichet, 400 dinars ou Oui. 500 dinars. Si vous avez 100 multiplex à terme en mettant un plan, parce qu'il y a cette volonté de mettre en place un plan quadriennal qui puisse arriver à un moment donné à faire en sorte que le cinéma s'autofinance. Parce que dans les années 60, 70, 80, le fonds d'aide suffisait largement pour financer tous les films algériens. Donc le cinéma est capable de s'autofinancer. Entre-temps, c'est vrai que les mesures transitoires des banques, etc., des mesures sur des taxations sur la publicité, etc., sont utiles, mais pas suffisantes. Donc il faut aller progressivement vers un marché qui va, à ce moment-là, démarrer. L'industrie va venir après. Le commerce va générer des recettes, comme dans tous les pays du monde, et à ce moment-là, ces recettes vont aller à la production. Dans le temps, le FNATIC, et c'est toujours les textes du FNATIC, 14% de la fiscalité du FNATIC allait dans le fonds d'aide. Très bien. Et ça suffisait à l'époque. Donc si on arrive à développer un marché, ensuite on a automatiquement de la production, et automatiquement la production va générer l'industrie. Ça veut dire que vous allez avoir besoin de post-production, de studios, de Très choses bien. comme ça. Et c'est toute cette chaîne qui est en train de se mettre en place. Merci. Merci. Voilà. Merci, Monsieur Ahmed Bidjaoui. Merci d'avoir été avec nous pour cette première partie d'émission. J'espère que nous aurons le plaisir de vous accueillir une autre fois sur ce plateau. Mesdames et Inch'Allah. messieurs, on revient dans quelques instants. Inch'Allah. Vous regardez Hebdo Show, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Alors pendant que messieurs autour de moi discutent, je vous propose d'écouter monsieur le réalisateur Nicolas Zambelli, lauréat du prix documentaire au Festival du film méditerranéen de Annaba. Monsieur Olivier s'appelle Zegna, nous parlons de la marque Zegna de costumes, et je lui ai dit de me faire un prix s'il a un lien de familiarité. Malheureusement pour moi, il n'a pas de lien de Faudra familiarité. payer le prix fort. Donc je paierai le prix en TTC. Voilà, voilà de quoi nous parlons. On écoute donc le réalisateur Nicolas Zambelli. For Palestine, like in case of Sarura and Tomorrow's Land, which are the two movies we have been filming in a village, in a Tuani village in Palestine. The first movie, Tomorrow's Land, was shot in 2010, and the second movie, Sarura, that I'm presenting here now in Annaba Film Festival, was recorded in 2019 and released in 2022. And both films are about, they are dealing with the story of nonviolent struggle of one committee of popular struggle in a Tuani village in southern Hebron Hills. So in a village close to the Negev desert, and we're fighting against the military occupation and the settlers' violence since the beginning of 2000. Ce prix, c'est pour moi, c'est pour la population palestinienne, c'est pour la Palestine, c'est contre la guerre, c'est pour la résistance. C'est un prix pour la population palestinienne. Voilà, c'était donc le réalisateur Nicolas Zambelli, lauréat du prix documentaire au Festival du film méditerranéen de Annaba. Il a été primé pour son film Engagé qui relate la lutte du peuple palestinien en Cisjordanie et dans le Negev occupé. L'occasion donc pour moi d'accueillir notre second invité sur le plateau. Bonsoir Monsieur Giacomo Mazzone, vous êtes directeur relations extérieures à la radio-télévision italienne et également secrétaire général Eurovision. Bonsoir. Merci, bonsoir. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bienvenue en Algérie. Merci. Alors, Monsieur Giacomo Mazzone, il est important aujourd'hui et nécessaire d'organiser des festivals internationaux, comme le disait le réalisateur Nicolas Zambelli. Oui, absolument. Quand on parle de... Si on veut vraiment rayonner le cinéma, il faut faire toute une série de choses qui vont autour. Le cinéma, c'est... désormais, ça fait partie de l'audiovisuel, ça fait partie des médias plus en général. Et donc, il faut avoir une approche holistique dans laquelle on fait un travail qui commence par l'éducation des jeunes générations au cinéma, sinon ils ne le connaîtront pas, ils risquent de ne le connaître pas, ils risquent de perdre les racines de leur culture et les contacts avec leur culture.
Et après, il y a la production du film, mais il y a la promotion, ainsi que la distribution et la circulation dans les festivals. Je vous rappelle que les films américains, ils ont 30% de leur budget consacré à la promotion. Chose que ce n'est pas le cas pour la plupart des productions européennes, et notamment même en Italie, on est très loin de ça. Très bien. Alors, pardon, Faisal, il est aujourd'hui nécessaire d'appuyer la numérisation du secteur culturel et médiatique. C'est une évidence, c'est-à-dire, c'est qu'auparavant, nous pensons être des secteurs complètement différents. Les cinémas, après est arrivé la télévision, la radio, etc. Maintenant, avec la ligne et le streaming, ça devient exactement la même chose. Dès qu'en 2030, il n'y aura plus de diffusion terrestre, de numérique terrestre, il n'y aura que de la diffusion non linéaire, c'est-à-dire que les gens accéderont au programme, accéderont au contenu d'une manière sur base ponctuelle, ce qu'ils veulent voir. Donc il faut être prêt pour ce changement qui est déjà en cours. Si vous voyez, aujourd'hui, nous avons, je parle en Italie par exemple, une fruition complètement différente entre les générations. Les gens de plus de 50 ans regardent la télévision, les gens de 40 en moins, ils ne regardent plus la télévision. Mais ils regardent le même contenu, mais ils ne le regardent pas ni à travers la télévision, mais à travers la téléphonie mobile, d'autres devices, où ils naviguent autour. Il y a une métamorphose complète du système, justement, télévisuel, en fait. C'est-à-dire qu'on est en train de changer complètement la façon de voir la télévision. La télévision, mais aussi le cinéma. Et le cinéma. Le cinéma aussi, c'est-à-dire combien d'enfants vont aujourd'hui au cinéma et combien d'autres, par exemple, préfèrent faire une soirée entre amis sur un grand écran à la maison pour regarder ensemble 5 films d'affilée. L'autre jour, je ne pouvais pas rentrer dans notre séjour quand mon fils avait invité tous ses amis et il regardait Star Wars du numéro 1 au numéro je ne sais pas combien. Ils ont passé... C'est pas parce que le cinéma maintenant est présent sur les plateformes aussi. Vous savez, les plateformes Netflix, etc., qui proposent comme des le films. disait Monsieur Olivier. Et les plateformes produisent eux-mêmes matin. des films avec bien sûr des standards, des valeurs cinématographiques, artistiques. Et donc, comme vous l'avez souligné, c'est un phénomène effectivement mondial. Les jeunes regardent beaucoup de films sur les plateformes. Et moi, je sais que la RAI est une télévision publique qui contribue au financement du cinéma. Je voulais savoir un peu comment la RAI, parce que souvent on voit des films italiens avec la RAI, producteur, ils financent quelque part dans le film. Comment cette contribution se fait? Alors, d'abord, la RAI l'a toujours fait d'une manière volontaire. Mais dès que le système est devenu dual, c'est-à-dire sont arrivés aussi les privés, il y a eu une loi de système qui oblige toutes les télévisions à participer au financement de la production cinématographique et audiovisuelle. Donc, il y a un pourcentage des recettes de la RAI ainsi que des recettes des chaînes privées qui doit être consacré à l'investissement dans la production. La production européenne, car en Italie, on travaille sur un réseau européen, qui est très important, car ça veut dire que ça permet aussi une dimension, un rayonnement international. Et dans la région arabe, je vous rappelle que lorsqu'en Europe, si on produit un film, on doit après le traduire dans 23 langues, si on veut rejoindre toute la population de l'Europe. Vous avez un bassin de 350 millions d'habitants qui parlent la même langue. Donc vous avez une barrière en moins. L'Égypte déjà, c'est exceptionnel. Ça se diffuse très bien. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il y a des potentialités. C'est un atout qui est magnifique. La langue arabe est un atout magnifique pour le développement du cinéma algérien. Un beau vecteur. Oui. Mais bien sûr. Bien sûr. Et je pense qu'il faut absolument bien concevoir, comme le dit Giacomo à l'instant, il faut concevoir le développement d'une cinématographie forte à partir de l'Algérie. Tout à l'heure, on évoquait le Nigeria. Mais le Nigeria, c'est aussi une cinématographie et un audiovisuel fort qui se développe à partir du Nigeria, mais qui irrigue toute l'Afrique subsaharienne et un peu au-delà. Donc, il faut concevoir le développement d'une industrie, comme le dit le président, cinématographique forte, parce que c'est quelque chose qui va pouvoir inonder au-delà non seulement des frontières algériennes, mais même sur l'ensemble du monde arabe, et ensuite
au-delà, parce qu'on est aussi à une époque où les traductions sont quand même beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles, où l'intelligence artificielle va pouvoir être utilisée, où maintenant, à travers simplement les moyens de distribution numérique, vous avez des possibilités de traduction simultanée qui sont tout à fait correctes et qui vont évidemment s'améliorer encore énormément dans les quelques années qui viennent. Donc aujourd'hui, la langue n'est plus un rempart, primo, ou en tout cas une frontière, une limitation, comme elle a pu l'être de manière stricte pendant un certain temps. Et puis, plus encore, quand on a la chance d'avoir une langue qui a un grand nombre de locuteurs, on a un marché qui est beaucoup plus étendu que ses propres frontières. L'Algérie peut devenir justement, dans le monde arabe, une locomotive de l'industrie cinématographique. C'est un pays qui a des traditions. Le cinéma algérien est né dans le maquis. C'est le seul cinéma au monde qui est né en dehors des studios. Il est né dans le maquis pour montrer au monde la guerre de libération nationale, qui a été une guerre glorieuse. Et c'est grâce aux images notamment de René Vautier, de Pierre Clément, de Jamal Chenderli, etc., que cette révolution est arrivée au monde. Pour voir le rôle du cinéma, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des acteurs nouveaux qui interviennent dans le monde arabe, comme l'Arabie Saoudite, qui était, jusqu'à une date récente, un pays complètement fermé. Ils ne produisent pas de cinéma. Il n'y avait pas du cinéma, maintenant il y a des salles de cinéma, il y a un grand festival. C'est le Red Sea, le festival de la mer Rouge, qui est un festival qui attire beaucoup de stars du monde. Les festivals aussi, parce qu'il y a la diplomatie des festivals, et il y a le soft power à travers les festivals. Et donc aujourd'hui, grâce à ces assises, grâce à cette volonté très forte du chef de l'État algérien, il y a une volonté de redémarrer, parce que le cinéma algérien, à un moment donné, il avait souffert, notamment durant les années 90, du terrorisme, des années 80-90, on a souffert du terrorisme, etc., qui a touché toute la société. Maintenant, il y a des jeunes talents, il y a des scénaristes, il y a surtout des cinéma, festivals qui sont il y a un organisés festival chez qui a vous, repris, Faisal. absolument, le festival d'Oran du film arabe, le festival d'Annaba du film méditerranéen, le festival d'Alger qui va reprendre, bientôt le festival Timimoun du court-métrage, le festival international. Donc, il y a ce retour il y a les qui est rencontres très fort. cinématographiques de De Béjaïa. Béjaïa, il y a le festival de Saïda, etc. Donc au niveau national, il y a quand même cette volonté de reprendre. Il y a des gens qui produisent beaucoup de courts-métrages, des documentaires, etc. Donc vraiment, on est dans un nouvel âge, si j'ose dire. Et ces assises de ce dimanche et lundi vont un peu aider à orienter, peut-être à évaluer certaines choses, avancer dans certaines choses et faire aussi surtout des propositions qui seront faites par les professionnels en fait. Très bien. Oui, je reviens vers vous, monsieur Olivier je voudrais Zenia insister, Rata. oui, Oui, juste, allez-y, et après je vous poserai ma question. Tout à fait sur ce point. Les assises, ça n'est pas non plus... Évidemment, il faut une volonté politique. Évidemment. Mais ça ne marche que s'il y a fédération d'une énergie de personnes qui vont investir dans des salles, on le disait tout à l'heure, mais aussi investir dans des films, qui vont aller chercher les moyens, les producteurs en particulier. Et là, bon, je ne veux pas prendre une casquette que je n'ai plus, qui était celle de délégué général du syndicat des producteurs indépendants, mais ce que je tiens à dire, c'est que c'est de la vitalité de ce tissu de producteurs, de ce tissu de réalisateurs et du tissu des scénaristes, de la présence des techniciens. Et il faut qu'il y ait davantage de techniciens formés aussi, parce que les techniciens, vous savez, quand on fait un film, c'est pas juste un réalisateur, un scénariste et 4 acteurs. Il y a 150 personnes. Il y a 150 personnes qui sont tout autour et que vous ne verrez pas, enfin que vous voyez au générique après, mais que vous ne voyez pas évidemment à l'image. Et c'est tout ce tissu-là. Quand vous parliez tout à l'heure de l'importance économique de ce secteur, c'est que développer le cinéma et l'audiovisuel, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut concevoir les choses ensemble et pas de manière opposée ou adversative, comme souvent ça a été fait. Donc, mais développer le cinéma, c'est se donner la capacité de créer énormément d'emplois, et des emplois qui sont des emplois, comment dirais-je, à la fois spécialisés, qui demandent une formation précise et comment dirais-je, intelligente, enfin riche, et plus encore, qui sont des emplois qui apportent une vraie satisfaction à ceux qui les occupent, parce que c'est des emplois de passion. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit et qui est essentiel, c'est que le cinéma, la création audiovisuelle aussi, ce sont des métiers de passion. Et donc ce sont des métiers qui nous portent. C'est-à-dire qu'on le fait, on est fiers de ce qu'on fait.
on exprime des valeurs, on exprime une vision et des émotions, on les partage avec les spectateurs. Et justement, il y a beaucoup de... Et c'est cette passion-là qui est formidable, parce que je dirais que la force du cinéma algérien, et c'est pour ça que j'ai un grand espoir dans cette volonté de relance et de renforcement de l'industrie cinématographique algérienne, je dirais que la force du cinéma algérien, ça a été précisément ça. Ça a été d'être un cinéma de passion, un cinéma qui exprime des choses très fortes et qui, du coup, permet, et je dirais même que même dans l'indépendance de l'Algérie, c'est très important le rôle que le cinéma a joué pour populariser, je dis bien populariser, faire partager la cause de l'indépendance algérienne en dehors des frontières, la faire reconnaître, mais bien sûr, la bataille d'Alger qui en est un des plus beaux exemples. Et même avant, ça a commencé par les documentaires avant. Ça a commencé par les documentaires. Avec René Vautier qui accompagnait les Et tout ce cinéma qui a été un cinéma d'engagement dès la naissance n'était pas seulement un cinéma de journalisme, c'est-à-dire de montrer ce qui se passe, mais aussi un cinéma de valeur et de témoignage. Et c'est cette force-là que le cinéma algérien peut aujourd'hui encore apporter à la cinématographie mondiale. Donc c'est pour ça que demain, le 18 janvier 2025, demain sera le 19 janvier 2025, ça sera la grande date du renouveau du cinéma algérien. Mais j'en suis persuadé. Voilà. Et j'ajoute que c'est une chose qui est attendue par le cinéma du monde. Oui, bien sûr. Badis Khnissa, Monsieur Azenia Rata évoquait il y a quelques instants donc la passion donc pour le cinéma. Il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés de cinéma. Ils demandent juste à être formés. Tout à fait. Je rejoins totalement ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'il faut considérer la question du cinéma et de l'industrie cinématographique comme une question globale. C'est-à-dire traiter en amont et traiter en aval. Traiter en amont, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, mettre, je dirais, au diapason cette industrie, ceux qui la composent, notamment les hommes et les femmes, les compétences, l'expertise, pour qu'elle soit d'abord en ligne avec effectivement les ambitions de notre industrie cinématographique et la vision du président de la République Abdelmadjid Tebboune, mais aussi qu'elle entre dans l'ère d'un cinéma qui se modernise, et je parle sous votre contrôle, qui est entré dans l'ère par exemple du numérique. Et là par exemple, le président de la République, faut-il le rappeler, il y a la banque numérique de la production audiovisuelle et radio et cinématographique qui est mise en place pour justement aller aussi dans cette quête de restauration du patrimoine cinématographique algérien, aller aussi dans la restitution des archives, notamment cinématographiques et historiques y compris. Donc c'est tout cet agrégat, je dirais, de matières premières qui permettrait effectivement, conjugué à une passion, et je pense que la passion de cette industrie, en tout cas ceux qui la composent, est avérée, et c'est pourquoi le président de la République est aussi pragmatique. C'est-à-dire qu'il considère et conçoit les potentialités de l'Algérie, mais pour ce faire, on a besoin effectivement d'établir une feuille de route propice, une feuille de route favorable. Oui. Et d'ailleurs, c'est peu de dire qu'effectivement on peut concevoir que l'Algérie demain devienne un hub cinématographique, notamment dans la région, pourquoi pas mondiale, que la création de villes cinématographiques, et Dieu seul sait qu'on a des potentialités dans le sud, on a des décors naturels à foison, c'est de la création de richesses, mais aussi, et je rejoins tout à l'heure, c'est aussi de permettre d'avoir un levier, je me répète, diplomatique, culturel, qui considère aussi pourra traiter, vous avez parlé tout à l'heure du cinéma de résistance, du cinéma identitaire, du cinéma de mémoire aussi. Donc c'est un agrégat de plusieurs facteurs qui permet effectivement de rentrer dans l'ère du nouveau cinéma, un cinéma, je dirais, de conscientisation, un cinéma de créer de la virtuosité, de l'excellence justement. Alors justement, je vous propose, messieurs, d'écouter cette intervention du réalisateur algéro-brésilien Karim Ben Salah. Il insiste sur l'importance du cinéma dans la quête personnelle et mémorielle. Il répondait aux questions de Sofiane Baroudi. C'était en marge des rencontres cinématographiques de Béjaïa. Je suis heureux en fait, ça me rend fier personnellement parce que en tant que cinéaste, en tant que réalisateur, parce que je sens du coup ça, par les retours, que ce que j'ai voulu transmettre, ce dont je veux parler, traverse une pensée qui ne parle pas que pour l'Occident. Voilà, le cinéma aujourd'hui est quand même dominé par le monde occidental. Il s'insère dans une industrie occidentale, majoritairement.
Et donc j'ai vraiment pris soin avec mon co-scénariste Jamel qu'il fallait parler en fait des deux côtés. Et la réception m'a montré que mon pari a été réussi de ce point de vue-là. Mais là où je suis d'autant plus heureux et fier, c'est d'être 20 ans après mon premier cours, revenir ici pour montrer mon premier long. Et en plus, dans un endroit, les rencontres de Béjaïa, c'est le festival cinéphilique par excellence en Algérie. C'est vraiment un espace de discussion, d'échange que je trouve exceptionnel et qui existe déjà depuis 19 ans et que je veux défendre et qui est important, je pense, en Algérie et qui en plus attire des gens d'ailleurs. Et ça, c'est extra. Je pense que c'est la rencontre des deux. C'est être dans une époque, être soi dans une époque, en fait. Donc, pour moi, faire du cinéma, ça m'amène à rencontrer le monde. En fait, c'est ce point de jonction entre moi et le monde qui m'intéresse. Comment le monde peut me nourrir, comment je peux le penser. Et oui, c'est forcément lié à une quête personnelle. Je suis de père algérien, né en Algérie, de mère brésilienne, j'ai vécu dans plusieurs pays. Donc forcément, comme mon personnage, j'ai dû penser mon identité, j'ai dû la reconstruire, j'ai dû la construire, j'ai dû l'inventer en fait, d'une certaine façon, parce que je suis fait de toutes ces choses-là. Et en fait, je me rends compte surtout aujourd'hui, avec la crispation, la cristallisation des identités, ou ce fantasme en tout cas que l'identité ne serait liée qu'à une origine, et souvent une origine construite. Moi je me rends compte à travers mon histoire personnelle qu'en fait l'identité, elle est mouvante, elle se construit, et c'est ce qui traverse tout le film. C'est une des grandes thématiques du film, peut-être la principale, c'est pas la seule, mais j'ai vraiment construit là-dessus le personnage et sa trajectoire. Voilà, alors Giacomo Mazzone, le cinéma c'est un espace d'échange et de débat, et il existe également une législation dans cette industrie. Il est important d'en parler justement. Oui, surtout je voudrais souligner le fait que j'ai entendu beaucoup parler de législation sur le cinéma. Maintenant, si on parle du cinéma comme partie de l'industrie des médias, il faut avoir un regard plus large. Par exemple, en Algérie, je sais qu'il y a une faiblesse sur la législation sur le droit d'auteur. S'il n'y a pas de protection sur le droit d'auteur, on n'a pas les moyens d'assurer la subsistance à long terme des industries audiovisuelles. Ne dévoilez pas ce qui va se passer demain, s'il vous plaît. Laissez-nous un peu de suspense. Il y a des belles choses qui vont se passer demain. Mais bien sûr, j'en suis ravi. Simplement, je vous le signale. On parlait avant de l'expérience nigérienne. L'expérience nigérienne, à un certain moment, a fracassé car le modèle était basé sur la vente des DVD. Oui, c'est ça. Et la vente des DVD, avec la numérisation, a disparu. Le nouveau modèle économique. Le nouveau modèle économique, c'est qu'ils ont remis ça sur les téléphones mobiles. Et donc, ils ont fait... Mais pour faire ça, il faut qu'il y ait, par exemple, un droit d'auteur sur le signal qui va sur le téléphone mobile. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas vendre quelque chose qu'après quelqu'un peut reproduire gratuitement. Donc, c'est toute une législation qu'il faut mettre autour, dans laquelle, par exemple, un des points centraux, c'est le droit à la privacy, la protection des données individuelles. S'il n'y a pas ça, toute la chaîne de valeur du numérique saute en l'air. Donc, quand vous parlez de législation, j'espère que vous tenez compte, et je ne veux pas faire de spoiler pour demain, mais j'espère que vous en tenez compte. Ne spoilez pas ce qui va se passer demain. Je pense que la question... Ça fait partie, excuse-moi Faïs, je suis désolé de te couper, ça fait partie justement du programme des assises, de remettre à plat tout le développement du cinéma pour lui donner les meilleurs moyens de se développer. Le président de la République, depuis le début, a dit que la bureaucratie freine le développement de toutes les activités. Et le cinéma en fait partie. Il y a un combat contre cette bureaucratie active. Même sur la question du droit d'auteur, il y a des verrous, des protections. En fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que demain, tout va être repris à zéro pour que le cinéma démarre, mais un démarrage, un très bon démarrage. Parce qu'il parle du risque, effectivement, de pirater, de voler les œuvres, et finalement de tuer les œuvres. Ben c'est ça. Ben justement, pour pouvoir
protéger nos œuvres, il va avoir des textes, des législations qui vont être adoptées, et il va avoir une sorte de garde-fou, il va avoir une sorte de gilet pare-balles, si je peux m'exprimer comme ça, pour justement protéger les œuvres algériennes ou les œuvres internationales qui passeront en Algérie, et ainsi de suite. Mais quand j'ai dit à votre prédécesseur qui était juste là, à M. Bidjaoui qui était là juste avant, demain ça va être un grand jour parce que tout va être mis sur la table. Les bonnes choses comme les mauvaises choses, et on va essayer, enfin le président de la République et le gouvernement va essayer justement d'aplanir et de régler tous les soucis pour qu'on ait un vrai démarrage. Et c'est ça l'importance. Je pense que parmi les questions qui seront abordées dans les assises, c'est la question justement de l'adaptation aux nouvelles technologies, au numérique, etc. Et également, l'autre question qui est importante, c'est de renforcer la présence du cinéma algérien sur les plateformes et les marchés. Parce que le cinéma, c'est également un marché, comme l'a expliqué M. Bidjaoui. Pour arriver à l'industrie, il faut aussi qu'il y ait des salles de cinéma. Et cette question des salles de cinéma est posée depuis très longtemps. L'État algérien a repris un peu les salles à travers le ministère de la Culture et des Arts. Parce qu'à un moment donné, une partie des salles de cinéma était sous l'autorité des communes. Pour les réadapter, les moderniser, permettre donc des projections en normes internationales. Actuellement, il y a des multiplex à Alger et à Oran, en attendant qu'il y ait dans d'autres villes. Et quand il y a des films qui sortent, notamment des blockbusters, il y a quand même un public qui arrive. Donc la question du public, elle est là, parce que la question du public sera aussi abordée lors des assises. Comment rendre le public plus nombreux dans les salles? Et pour ça, il faut aussi de la promotion, il faut de la communication. Un grand budget pour le cinéma américain, le grand budget du cinéma part à la promotion. Nous devons arriver à ça, parce que quand un film sort, maintenant il y a des films algériens, on en a parlé dans cette émission, il y a des films algériens qui sortent dans les salles de cinéma récents, comme le film de Abdel Zahzah sur France Fanon, un film qui a obtenu un très beau film, qui a obtenu un prix au Festival de l'Oqsor dernièrement en Égypte, qui était au Festival de Berlin. Donc c'est un film de qualité qui est sorti dans les salles, comme le film La Dernière Reine de Damien Honouri de Adila Bendiméret, 196 mètres de Cheikh Ibn Diab, etc. Donc le cinéma, on voit les images de Zahzah, le film France Fanon. Donc oui, parce que l'intérêt pour les films, on ne produit pas les films pour les garder chez soi. C'est vrai que les films doivent être présents dans les festivals internationaux. Et je pense que la question sera aussi abordée, parce que je vois qu'il y a des ateliers qui vont aborder cette question. C'est qu'un film algérien, lorsqu'il part dans un festival, évidemment, c'est le festival qui choisit le film, qui le sélectionne. Il peut ne pas le sélectionner, bien sûr, parce qu'il y a des critères artistiques, techniques, etc. Mais quand un film part dans un festival, il faut qu'il soit accompagné. Accompagné à travers la promotion, à travers la couverture médiatique, etc. 2 minutes, Badis, le temps de redonner la parole à monsieur Olivier Zenia. Non, je voulais passer. Ce que je voulais dire, je peux l'appuyer sur l'exemple qui vient d'être donné. Oui. Le film d'Abdenour Zaza, qui est un film très intéressant, très important aussi. Pourquoi ce film devrait pouvoir bénéficier d'une distribution internationale? Parce qu'aujourd'hui, qui, mieux que lui, qui travaille sur Fanon depuis longtemps, qui a porté ce film et qui a vraiment qui a à la fois compris Fanon et a accompagné depuis Blida, j'allais dire, depuis le début de son travail de cinéaste, vraiment accompagné avec passion. Qui peut mieux, à l'international, parler de Frantz Fanon et faire comprendre ce qu'il y a derrière le psychiatre et en même temps derrière le formidable intellectuel qui véritablement repense la relation coloniale, etc. Donc, et vraiment permet de la comprendre à travers justement sa pensée de psychiatre. Donc il y a quand même quelque chose de formidable chez Fanon. Qui d'autre qu'un Algérien peut expliquer ça au monde et comment mieux le faire passer que par un film. Et puis c'est très singulier. Donc c'est quand même très particulier. Donc il faut absolument que ce film bénéficie d'une distribution internationale. Et c'est là qu'il y a aussi des réponses à apporter qui sont d'ordre industriel, mais il y a les festivals, mais au-delà des festivals, il faut toucher le grand public, et le grand public, on le touche à travers une distribution internationale, dans les salles, mais aussi avec des accords
avec les grandes plateformes, parce que les plateformes sont aujourd'hui le moyen de toucher tout ce public qu'évoquait Giacomo, tous les moins de 40 ans. Vous avez raison. Et donc c'est quand même énorme. Vous avez raison. Merci monsieur Olivier Zeniarata. Merci d'avoir été avec nous Je vous en prie. ce soir. Merci à vous également, monsieur Giacomo Mazzone. J'espère qu'on aura le plaisir de vous réinviter après ces assises, justement, pour faire, si on veut, le bilan de cet événement tant attendu. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants. Retour donc d'Hebdo Show pour cette troisième partie de l'émission. On continue à parler des assises du cinéma et un quatrième invité nous a rejoint. Salim Keshouch, acteur et réalisateur. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'accueillir. Il y a également Nariman Zekar qui est rentré avec vous sur le plateau. Bonsoir Nariman. Bonsoir Noured, bonsoir à tous. Alors avant de vous donner la parole, Nariman Zekar, je me tourne vers vous. Badis Nissa, notre invité de tout à l'heure, donc Olivier Zeniarata, évoquait la distribution de nos films, donc des films algériens. Je voudrais votre avis. Non, tout à fait, tout simplement. Je voulais juste apporter un plus, un complément par rapport à ce qui a été dit à juste titre. C'est-à-dire que la distribution aujourd'hui du cinéma algérien, il faut qu'il soit aussi adapté en fonction de la mutation de l'industrie cinématographique, notamment en matière de distribution. Il faut rappeler, et les chiffres sont têtus, les statistiques également, elles démontrent qu'aujourd'hui le grand public est abonné aux grandes plateformes de streaming, notamment mondiaux, qu'elles soient Netflix ou Amazon pour en citer qu'elles, Prime Amazon. Donc c'est pourquoi il est fondamental aussi de garder ça en tête, au-delà de la distribution à travers la distribution traditionnelle, à travers les salles de cinéma, il faut impérativement aussi apporter un plus avec cette coopération, cette mise en place peut-être d'un cadre réglementaire, dans le sens des négociations avec des plateformes, ou même pourquoi pas créer une plateforme 100% algérienne pour que justement elle puisse non seulement, promouvoir le cinéma algérien, mais aussi être un support, pourquoi pas, d'un hub mondial du cinéma de toutes parts, en tout cas sur lequel ils convergent sur les principes et les valeurs. Et puis j'aimerais, pour en finir et pour conclure, il y a aussi un point fondamental et très central dans le cinéma algérien, et quand je parlais tout à l'heure de revenir en amont, le théâtre est la meilleure école justement de la fabrication des acteurs et notamment des protagonistes de ce cinéma. Donc il est primordial de travailler sur le théâtre en amont, de leur donner aussi les moyens pour qu'ils puissent être justement ce levier, ce moteur notamment qui alimente notre cinéma algérien. Et enfin, aussi un point pour moi focal qui est travailler sur l'échange intergénérationnel entre les anciens expérimentés, la jeunesse fougueuse qui souhaite justement apporter un plus et trouver une espèce de coopération intelligente justement entre l'ancienne génération et la nouvelle génération et s'adapter avec les mutations en l'occurrence. On va parler justement, Badis Renissa, du rôle du cinéma dans le rayonnement international de l'Algérie avec notre invité de ce soir, alors Salim Keshouch. Bienvenue déjà. Merci vous êtes acteur, réalisateur et vous êtes sur Alger en ce moment pour participer aux assises du cinéma algérien. Vous avez d'ailleurs une actualité cinématographique qui est assez fournie ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Écoutez, en tout cas, merci de m'accueillir ce soir. Je le répète encore une fois parce que je suis très content d'être là. Je suis arrivé il y a quelques heures de Paris et là, j'ai des projets, notamment un projet en Algérie, l'adaptation d'un roman de Yasmina Khadra qui s'appelle « À quoi rêvent les loups ». Donc voilà, qu'on est en train de monter, un très beau roman, très fort, très puissant, qu'on est en train de monter en ce moment. Je suis aussi acteur, comme vous l'avez dit, et j'ai quelques films qui vont arriver, notamment une série pour Canal+ et OCS, qui sera adaptée du film Un prophète, voilà, où je joue un avocat, comme ça, j'en dis pas plus, et un film belge dans lequel je joue un policier, qui s'appelle L'Enfant Bélier, et aussi un film de Abdelatif Kechiche, réalisateur tunisien, la suite de Mektoub My Love. Voilà. Et d'ailleurs, notre ami Salim a fait du sport, il a fait du kickboxing, il a fait de la boxe thaïlandaise, mais il est devenu acteur. C'est ça. Il n'y a pas de mais. C'est en fait. Il n'y a pas d'opposition. Comment vous dire, voilà, j'avais déjà une envie de cinéma. Déjà depuis très jeune, je crois que c'est mon père qui m'a donné cette envie parce qu'il avait un rapport à l'image comme ça pour garder les images de famille. Il avait un appareil photo argentique, comme à l'époque, et il avait acheté à un moment une VHS que j'utilisais pour m'amuser avec mes amis à faire des films. Et c'est comme ça que la passion du cinéma elle est venue tout doucement et celle
de la boxe pour un peu canaliser l'énergie fougueuse de mon adolescence, m'a amené doucement vers le cinéma aussi parce qu'il y a un côté chaud dans la boxe que j'aime beaucoup. Et c'est en faisant un voyage à Paris avec la Maison des Jeunes et de la Culture, de là où j'ai grandi, à Vaux-en-Velin, à côté de Lyon, je leur fais une petite dédicace ce soir, qui m'a permis de monter à Paris puis de rencontrer un réalisateur qui m'a donné ma première chance au cinéma. C'est Gad Morel. C'est ça, en 96. Il a commencé à 15 ans le cinéma. C'est ça. Très jeune. Pour continuer sur vos actualités, Selim Kechouch, vous avez notamment eu l'occasion de représenter l'Algérie au Festival international du film, le Red Sea Film Festival de Jeddah en Arabie Saoudite, avec le film de Mohamed Lakhdar-Tati, Bin ou Bin. Comment est-ce que le film a été accueilli au festival ? Bah écoutez, il a été très bien accueilli. C'était la première du film, d'ailleurs. C'était la première internationale du film. Le président du jury était Spike Lee, d'ailleurs qui aime beaucoup l'Algérie. Et il m'avait fait. Qui n'aime pas l'Algérie? Spike Lee, il aime beaucoup l'Algérie. La question est là. Qui n'aime pas l'Algérie? C'est ça. Qui est le fou qui n'aime pas l'Algérie? On y reviendra tout à l'heure, celui-là. Mais en tout cas, le film a été très bien accueilli parce qu'il a une originalité. Il a une spécificité algérienne. Il a été fait par un réalisateur. On voit d'ailleurs la bande-annonce en arrière-plan. Qui est là avec Slimane. Elle est là aussi, en face de vous. Mon acolyte. Et voilà, et de beaucoup d'acteurs algériens. On a tourné dans la région Chaoui, voilà, entre Biskra, Khanchla et Batna. D'ailleurs, passer 3 mois là-bas, c'était franchement extraordinaire. On a rencontré des gens formidables sur place. Et pour moi, c'était une fierté de en revenir en Algérie, en fait, en quelque sorte, de revenir en Algérie, de faire un film en algérien. Et franchement, c'était beaucoup de travail parce que j'ai dû travailler, mais en tout cas, le résultat me remplit de fierté. Et à Jeddah, ils ont découvert un peu cet univers de la contrebande, d'un univers algérien, mais en tout cas, ils ont été séduits. On écoute justement les propos de l'acteur qui a fait avec vous ce film, Slimane Dazi, sur l'apport de la diaspora dans la production artistique et culturelle en Algérie. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, il est important de savoir que on peut apporter chacun notre pierre pour construire l'édifice. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on puisse se rejoindre, et se mettre d'accord. Quand je dis se rejoindre, se mettre d'accord, qu'on efface un petit peu tout ce qu'on a reçu, tous les codes qu'on a de l'Europe, de notre travail qu'on a fait en Europe, de toute notre background qu'on a vécu en Europe, et qu'on l'efface un petit peu, qu'on garde uniquement la matière, la genèse, donc vraiment tout ce qui est organique, tout ce qu'on a appris en termes de travail, et de venir pour l'échanger ici. Parce qu'on a autant à donner qu'à recevoir. Et je pense que ça peut être un impact et une puissance qui peut chambouler la donne, qui peut changer la donne. Parce que l'Afrique peut redevenir une locomotive, et j'en suis sûr et certain même. Alors c'est d'abord une évidence déjà comment dirais-je, en ressources naturelles dans le sol, mais c'est aussi en ressources naturelles humaines. J'en suis sûr que ça l'est. Maintenant, il faut travailler ensemble, et c'est du travail, et du travail, donc de l'écoute et de l'échange. Et ça, je suis convaincu que je suis convaincu que c'est l'avenir. Je suis issu de cette génération d'enfants d'immigrés, parce que je ne suis pas immigré, moi je suis un enfant d'immigrés, je suis né à Nanterre, département de la Seine en 1960, donc à l'époque où l'Algérie était encore 3 départements français. Encore avant le 17 octobre, un an avant le 17 octobre. Ouais. Ouais, je suis né un an avant le 17 octobre, ouais. Et d'ailleurs, mon père était parti pour manifester, et on lui a dit gentiment des gens bienveillants lui ont dit gentiment de rebrousser chemin. Il était avec ma petite sœur, et ils lui ont dit de rebrousser chemin gentiment, et bon c'est peut-être pour ça que j'ai pu connaître mon père un peu plus longtemps peut-être. Enfin bref, et toujours est-il, c'est que par rapport à
à la post-colonisation, mais par rapport à l'histoire de la colonie, par rapport à tout ce qui a été occulté, étouffé, tout ce déni. Je dirais juste qu'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à écrire, à développer des choses pour crever un abcès, pour éviter que cet abcès, ça devienne, ce furoncle, il devienne un abcès, que cet abcès, ça devienne un cancer. Voilà des propos très intéressants de l'acteur Slimane Dazi, recueillis par notre journaliste et producteur Sofiane Baroudi en marge du festival du film de Annaba. Faisal Montawi, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, pour Salim, parce que je sais qu'il a joué dans le film d'Alexander Arcadi, C'est que le jour de l'Aura à la nuit, qui était déjà inspiré du roman de Yasmina Khadra. Agouar Abdelou, c'est une histoire qui se passe dans les années 90, il me semble, avec les islamistes, etc. Est-ce que vous serez réalisateur ou acteur dans ce film? Réalisateur, j'ai réalisé un premier film qui est sorti l'année dernière qui s'appelle L'Enfant du Paradis avec très peu de moyens, qui a eu un très bel écho au niveau de la presse et le retour du public a été aussi très positif. Et ça m'a donné un élan, ça m'a donné une envie. Ça faisait longtemps en fait que je voulais réaliser ce film et notamment adapter un roman de Yasmina Khadra. J'avais eu la chance de tourner dans Ce que le jour doit à la nuit. Oui. En fait, pour la petite histoire, j'avais lu ce roman et je voulais l'adapter déjà à l'époque. Donc c'était il y a une quinzaine d'années. Et j'ai appelé la maison d'édition et ils m'ont dit Alexandre Arcadi a pris les droits de ce roman. Je dis bon, dommage. Et je croise Arcadi 3 jours après dans un auditorium de post-synchronisation. Et je dis tiens, donc je l'interpelle, je dis écoutez, je sais que vous avez les droits du roman de Yasmina Khadra, il faut absolument que je participe à ce projet. Et c'est comme ça que ça s'est fait, vraiment. Et donc j'ai rencontré Yasmina Khadra, on était venu à Alger présenter le film. Et je lui dis est-ce que je peux vous revoir, parce que j'ai envie de vous revoir, de parler, d'échanger avec vous sur vos romans. Et il m'a dit vous venez au Centre culturel algérien à Paris et puis on se verra. J'ai dit mais quand, quel jour? Il m'a dit vous venez comme ça un jour, vous tapez à la porte et puis on prendra un café, on mangera ensemble. C'est ce que j'ai fait. Et quand l'occasion s'est présentée et que je me suis senti aussi la légitimité, la force de pouvoir le faire, je me suis dit j'ai envie de m'attaquer à ce roman-là pour raconter ce pan de l'histoire à travers ma sensibilité, mon regard et à travers surtout le personnage principal de cette histoire. Et j'ai pas forcément envie de jouer dedans. Peut-être je ferai une apparition comme ça pour rigoler, mais j'ai envie de me concentrer sur la réalisation, sur vraiment le côté artistique, le découpage et vraiment me concentrer sur la réalisation de ce film. D'ailleurs, Salim Keshouch, on ressent de plus en plus une atmosphère d'engagement et d'intérêt croissant des Algériens de l'étranger pour les thèmes de la mémoire et de la recherche identitaire. C'est d'ailleurs le principal objet du film, de votre premier film que vous avez réalisé, L'Enfant du Paradis, n'est-ce pas? C'est ça, c'est de toute façon un thème, moi, qui m'est très très cher et auquel je suis très sensible. Même dans mon premier court-métrage, ça parlait d'un amalgame, d'un jeune maghrébin qui est pris pour un terroriste dans un cinéma et qui est pris par un terroriste par un autre maghrébin qui rentre même dans le jeu des médias et de l'image qu'on donne de nous-mêmes, en fait. C'est très actuel. Hein. C'est très actuel. Et donc, je me suis toujours posé la question de l'identité, toujours, depuis tout petit, de me dire, à un moment donné, on nous apprend à l'école la Révolution française, les sans-culottes, tout ça. Et on dit, mais en fait, on est quoi? En fait, quand on grandit, on se rend compte, on nous renvoie un miroir. Et en fait, toi, t'es algérien, t'es pas français. On l'a tous reçu, ça, on l'a tous. Donc, à un moment donné, on cherche son identité. Et parfois, on revenait tous les étés en Algérie et on nous faisait les émigrés. Donc, à un moment donné, on savait plus qui on était et on avait besoin de trouver cette identité, de trouver qui on était. Et à travers le cinéma, je trouve que c'est un langage universel. C'est un langage de l'émotion, c'est un langage des sentiments et qui peut être partagé avec tout le monde. C'est-à-dire qu'une histoire, si elle est universelle, elle peut toucher un Américain, elle peut toucher un Thaïlandais. Et donc, c'est à travers ce médium-là que j'ai envie de m'exprimer. Et je trouve que l'identité, en tout cas, c'est quelque chose de très important et d'universel. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet que j'ai envie de continuer à explorer à travers mes films. Gamal Abena, vous êtes d'accord avec Salim Keshouch? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une quête identitaire et mémorielle de plus en plus croissante chez les Algériens d'étrangers?
Il faut être très clair, c'est que la France, elle a fait ce qu'il fallait pour montrer que liberté, égalité, fraternité, c'est beau sur une mairie, mais dans les faits, il n'y a pas de liberté, ni d'égalité, ni de fraternité. Il y a le marqueur identitaire qui est la couleur de peau, le nom, la religion. Donc tous ces caractères qui excluent littéralement cette communauté qui en plus est de plus en plus marginalisée, stigmatisée, montrée du doigt, a conduit à ce que beaucoup de personnes, comme vous d'ailleurs, se posent des questions effectivement et réagissent. Et la réaction est positive dans la mesure où ce n'est pas une réaction qui nous emmène vers l'arrière, c'est une réaction qui nous porte vers l'avant et donc vers l'Algérie, où on retrouve un pays qui nous reçoit fraternellement, même si les immigrés, ça on a connu, mais quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, on se noie dans la masse et ça se passe très bien. Puis surtout, la question qui se pose, je parle de beaucoup de choses qui me font rire, mais il y a un truc qui va peut-être vous faire rire. L'usine Arrêt du cinéma, c'est 30 milliards de dollars pour les États-Unis, d'accord? Nous, c'est à construire. Mais surtout, aux États-Unis, il n'y a pas d'arabe dans le futur. On n'existe pas. Hein. Ouais. C'est-à-dire que les films de science-fiction, on est inexistant, le fantastique, on ne connaît pas. Et moi, j'aimerais que des réalisateurs comme vous s'inscrivent là-dedans pour produire non seulement évidemment de la mémoire, ça va de soi, mais de la fiction, de la science-fiction, du fantastique, des choses qu'on n'attend pas de nous. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important parce que vous avez des compétences acquises en Europe, effectivement, et une singularité, une vision du monde qui diffère de la vision monolithique européenne, où on voit d'autres perspectives qui seraient intéressantes à explorer. Justement, parce qu'on a différents points de vue et qu'on est fort aussi de plusieurs cultures, ça donne forcément de la puissance à nos récits, un engagement. Et je voudrais rebondir aussi sur ce qu'a dit Slimane Dazi. Et moi, ça me donne envie d'aller vers l'avant. Et la sensation que j'ai eue, moi, en tout cas, en venant tourner en Algérie, en passant 3 mois ici, c'est de sentir de la part de la jeunesse une énergie folle, quelque chose, une envie vraiment presque, j'ai envie de dire, une nécessité de cinéma. On tournait dans des villages, on avait parfois une centaine de personnes qui étaient curieuses, mais vraiment d'une manière très pacifique, gentille, curieuse, bienveillante, de voir qu'est-ce que c'est que le cinéma, d'essayer de cueillir le moindre détail pour se rendre compte de comment on fait un film. Et ça m'avait beaucoup touché. Et je me suis dit, il faut que je revienne faire des films en Algérie. Et c'est tout le débat aussi qu'on avait eu avec Mohamed Lakhdar Tati, qui est le réalisateur de Binoubine, qui a fait 5, 6 ou même 7, je crois, documentaires en Algérie, notamment un dernier sur l'amour en Algérie, qu'est-ce que c'est que l'amour. Et on avait ce débat-là, il m'a dit, Salim, il faut que tu reviennes faire des films en Algérie, c'est important, tu as ta place. Il faut former des acteurs, il faut créer des mouvements artistiques. Et il faut raconter nos histoires comme on a envie de la raconter. Justement, Salim Keshouch, est-ce que vous pensez que le cinéma est un outil de résistance culturelle et de construction nationale? Bien sûr, je trouve que de toutes les manières, c'est un outil pour se construire. On s'est construit avec des films qu'on a pu voir étant jeunes. Par exemple, on n'avait pas de référence, nous. Oui. Même, je veux dire, en France, on n'avait pas de gens à qui s'identifier, donc on s'identifiait à qui? Aux Italo-Américains. Tout à fait. On s'identifiait à Al Pacino, on s'identifiait à De Niro, qui nous ressemblaient. Et il y a eu toute cette mouvance du cinéma italo-américain qui était fait par des Italiens immigrés, comme nous. On pourrait dire qu'on est les Italo-Américains de France. Oui. C'est-à-dire qu'on a toute une histoire à raconter. Et il y a autant d'histoires que de personnes. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'on essaie de pointer le doigt que vers certains cas, en France, par exemple, stigmatisés. Et on ne montre pas... moi, quand je montrais mon film, en tout cas quand j'allais faire des avant-premières, où j'avais des profs, où j'avais des avocats d'origine maghrébine qui venaient voir le film, par exemple, avec leur classe, je dis, mais en fait, c'est vous les héros. Oui. C'est pas nous. En fait, parce que nous, c'est facile d'être footballeur. Enfin, c'est pas facile, mais je veux dire, on est de la symbolique. Alors que c'est tous ces gens qui œuvrent au quotidien dans les associations, qui ont fait de grandes études, Voilà, pour moi, ce sont eux les héros et ce sont eux qu'il faut aussi mettre en avant dans la société. Il y a aussi une volonté historique, Salim Keshouch. Je citerai par exemple le film La Dernière Reine du réalisateur franco-algérien Damien Ounouri, qu'on écoute et on revient. Oui, alors La Dernière Reine que j'ai co-réalisé avec Adila Bendimerad, qui joue aussi le rôle principal. C'est un projet qui a pris beaucoup d'années, on a travaillé dessus 7 ans. C'était un petit peu, je pense, la première fois dans le cinéma algérien où on remontait 500 ans en arrière. On remontait beaucoup plus loin que la colonisation française. C'était moi un sujet qui m'a passionné quand elle m'en a parlé, l'époque d'Alger, de Salim Toumi, de l'arrivée d'Arouj Barberousse. Et ça nous tenait à cœur de faire un film qui soit un film historique, un film d'époque, mais avec la liberté qu'offre le cinéma pour apporter de l'émotion, pour faire de la tragédie, de l'aventure. Et du coup, on a terminé ce film en 2022, qui était à la Mostra de Venise pour la première mondiale. Et puis il a beaucoup voyagé et on a pu le sortir en Algérie l'an dernier, en juin.
Donc on avait une sortie salle, il est passé à Alger, Constantine, Oran et un petit peu Tizi Ouzou, mais on était frustrés qu'on voulait vraiment le montrer partout, mais malheureusement il y a un manque de salles de cinéma. Donc on a été limité alors que le public venait à Alger, c'était des salles combles de 400-500 personnes, toutes les séances. Ils déprogrammaient par exemple le film Barbie ou La Petite Sirène, je crois, pour faire des séances en plus de La Dernière Reine. Et on avait un retour du public algérien fou. Les gens aimaient, étaient contents de voir pour la première fois des Algériens, la Derja, l'arabe algérien en 1500 dans un film. Madirzar, vous vouliez poser une question à notre invité? Oui, je voulais poser une question à notre invité. Voyez-vous du changement, des améliorations? Est-ce que vous voyez sincèrement une évolution positive dans le domaine cinématographique en Algérie, une ambition positive dans le domaine cinématographique et surtout une volonté pour développer le cinéma en Algérie? C'est ça que j'allais dire, je sens vraiment une envie et on s'était rencontrés déjà à Cannes, au pavillon algérien. On va en parler justement. Et voilà, j'étais avec une boîte de production algérienne pour parler justement de ce projet, de À quoi rêvent les loups, de montrer que c'est possible aussi, qu'on a des ambitions de faire des grands films. Et c'est l'ambition que j'ai avec ce film-là, justement de porter le cinéma algérien, franco-algérien, algéro-français, enfin je ne sais pas comment on pourrait dire, mais en tout cas un cinéma qui a une ambition internationale. Oui, la coproduction. Voilà, de la coproduction, mais d'avoir une ambition de qualité et une signature entre guillemets algérienne avec un casting, je dirais, à 90% algérien, avec une vraie coproduction algérienne. Mais vous voyez que les choses bougent justement pour l'évolution du cinéma en Algérie, pour faire de la production aussi locale en Algérie. C'est ça, parce que en fait... Est-ce que vous ressentez ça ou est-ce que vous avez des retours par rapport à vos collègues, par rapport aux producteurs ou réalisateurs que vous connaissez, parce que vous en faites partie, par rapport aux acteurs justement qui viennent aussi de l'étranger, qui ont des origines algériennes et qui te disent ouais, Selim, moi ça serait bien par exemple que tu me trouves une place, j'ai envie de faire un film en Algérie, ou est-ce que vous avez ce retour de votre entourage professionnel? En tout cas, je ressens une envie et une volonté, et en tout cas un enthousiasme par rapport à ça. Parce que déjà, n'existait pas il y a 10 ans, ou 5 ans, on est bien d'accord. Exactement, et le fait d'avoir fait ce film Bin ou Bin, moi je suis parti, c'est 3 mois, je suis venu 3 mois en Algérie pour tourner ce film, et j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit mais quelle chance, de tous les acteurs issus de l'immigration qui m'ont dit que j'avais eu la chance de venir faire un film en Algérie, et c'est vrai que j'ai eu la chance de venir faire un film ici, et de voir le terrain, parce que quand on nous parle de l'extérieur ou de loin, on ne peut pas bien se rendre compte, mais quand on y est, moi, ça m'a donné, et j'en suis la preuve vivante, c'est que j'ai envie de revenir faire un film en Algérie, j'ai envie de venir passer du temps ici, j'ai envie de partager avec cette jeunesse, avec les acteurs avec qui j'étais là, et j'ai évidemment envie par exemple, d'un casting à 90% algéro-algérien. C'est magnifique, ce serait voilà, magnifique. Et c'est ce qu'on va faire. Justement, demain, les assises du cinéma, qui vont avoir lieu demain, permettront d'avoir on va dire, la structure, le cadre pour, en tout cas, les perspectives, pour développer des productions locales à 80, 90 ou 100% peut-être algériens. C'est ça justement l'avenir du cinéma et de l'industrie cinématographique en Algérie, c'est ça. C'est pour ça que j'ai répondu présent et que je suis là. Bravo à vous en tout cas, bravo pour ce que vous faites. Ce qui illustre le mieux la force de l'Algérie, la force du cinéma, comme atout majeur dans le rayonnement international, c'est la participation de l'Algérie, le grand retour de l'Algérie au Festival international du cinéma de Cannes. C'était la 77e édition où l'Algérie était revenue avec le slogan « Algeria is back ». Et donc, ce qu'on avait vu, c'est que l'Algérie avait vraiment marqué sa participation au sein du village international du festival. Faisal Mataoui, est-ce qu'on peut dire, selon vous, que cette participation algérienne vient appuyer justement le fait que l'Algérie marque sa participation avec la construction cinématographique et la production culturelle? Je pense que vous étiez... oui. Par le passé, oui, j'ai participé notamment avec le pavillon algérien dans le marché, parce que le Festival de Cannes, qui est parmi les plus grands festivals du monde, parmi les plus grands,
est important pour le cinéma algérien et doit être présent. Parce que c'est c'est des là, festivals de catégorie A, Faisal. de catégorie A, comme le festival de Berlin, et De Venise. le festival du Caire aussi. Et donc cette présence est importante. À mon avis, il faut être présent à Cannes, il faut être présent à Berlin. C'est un grand festival. À Venise, à Toronto aussi, au festival de Locarno, au Caire, le monde arabe, d'Urban en Afrique. Parce que la présence du festival, elle est importante. Salim sûrement le sait. C'est là où il y a des contacts, c'est là où il y a des discussions, c'est là où on s'intéresse aux films, mais également c'est un marché, parce que c'est là où on peut vendre aussi des films, on peut acheter des films, on peut trouver des distributeurs. Gamal parlait de distributeurs, parfois souvent il y a des difficultés. Le film de Abdelnour Zahzah, tout à l'heure on parlait de ce film, il n'a toujours pas trouvé de distributeurs en France, peut-être si tu censures, je ne sais pas, parce qu'on peut censurer le film quand on ne trouve pas de distributeur. Et donc cette présence, à mon avis, doit être tout le temps, doit être permanente, pas permanente, mais disons à chaque fois qu'il y a le festival, l'Algérie doit être présente à ce festival de Cannes. Très bien, alors merci à tous pour ce débat. Un dernier mot, Salim Keshouch, avant de passer à autre chose, parce que vous restez avec nous pour la fin de l'émission, mais allez-y, un dernier mot donc, sur ces assises auxquelles vous allez participer demain, ces assises nationales. Pour moi, il y a de l'espoir, en tout cas, il y a beaucoup d'envie, d'espoir, de perspective. J'espère que ça va pouvoir se mettre en place. La présence au pavillon, du pavillon algérien à Cannes a été un signal fort, en tout cas en symbolique. Et ce que je pourrais rajouter, c'est que j'ai aussi senti une envie de l'extérieur. Je n'ai pas senti qu'une envie de l'Algérie et des Algériens de montrer leur capacité ou de montrer leur cinéma, mais j'ai aussi senti une envie des autres de connaître nos histoires et la curiosité et l'envie de venir, de faire un pas vers nous aussi. Donc ça c'est aussi un signal très positif et j'espère que ces assises vont apporter des perspectives, des projets, et en tout cas une nouvelle énergie, une nouvelle synergie pour qu'on puisse développer des projets de qualité ici, fabriqués en Algérie, par des Algériens et pour le monde entier. Très bien, merci Salim Keshouch. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs. On revient dans quelques instants. Hebdo Show continue pour cette dernière partie et on a donc fini de parler des assises nationales du cinéma. Nariman est en train de sourire, je ne sais pas pourquoi. On va parler tout de suite de la relation entre l'Algérie et la France. C'est une relation complexe comme vous le savez tous. L'histoire qui lie les deux pays est douloureuse et aujourd'hui encore Alger et Paris entretiennent, madame et messieurs, une relation en dents de scie. Et pour en parler donc de cette brouille entre les deux pays, on a le plaisir d'avoir avec nous depuis Paris Monsieur Abdelkader Lahmar, député français NFP-LFI. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je parlais de lui tout à l'heure qui est venu à l'avant-première et qui est prof. Eh ben, le monde est très fou, petit. Le monde est tellement petit. Salim, tu m'entends? Ça va? Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, monsieur Abdelkader Lahmar. Eh ben, bonsoir déjà à tout le monde et je suis bien content d'être avec vous. Salim, très content de... Ça fait très plaisir. Alors, Abdelkader Lahmar, première question avant de parler justement de la brouille entre Paris et Alger. Je voudrais un petit commentaire de votre part concernant le cessez-le-feu qui doit entrer en vigueur demain à Gaza. Concernant le cessez-le-feu, oui, bonsoir. Il est clair que aujourd'hui, il faut déjà dénoncer les 50 morts, voire 60 000 morts qu'il y a eu. Il y a, je crois, plus de 120 000 blessés. Je crois que c'est 90% des infrastructures qui ont été détruites. Donc c'est un cessez-le-feu qui est très très fragile. Et il y aura des priorités. Dès l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, il faudra que l'aide humanitaire soit conséquente et qu'elle puisse rentrer sur le territoire de Gaza. Mais oui, pour l'instant, c'est un cessez-le-feu qui est fragile. Donc j'espère vraiment que la paix sera durable. C'est ce qu'on espère nous aussi. Alors on revient donc, Faisal Matawi, je me tourne vers vous, on revient à la brouille entre Alger et Paris. Depuis l'affaire Kamel Daoud et l'affaire Boualem Sansal, les nostalgiques d'Algérie française s'en donnent à cœur joie. Et finalement, ils font une obsession de la relation entre l'Algérie et la France. Et bizarrement, c'est toujours ces mêmes haineux de l'Algérie qui interviennent sur les plateaux de télévision, ces mêmes haineux de l'extrême droite qui interviennent donc. Absolument, il y a un véritable déchaînement de haine anti-algérienne. Ça devient vraiment... agaçant ces histoires de... On fait sortir n'importe quoi pour accuser l'Algérie. La dernière en date, c'est qu'on a parlé des chrétiens qui seraient malmenés en Algérie. Je voudrais seulement rappeler que l'article 51 de la Constitution algérienne prévoit clairement que la liberté d'exercice des cultes est garantie. Elle s'exerce dans le respect de la loi. L'État assure la protection des lieux de culte, avec S, de toute influence politique ou idéologique. Donc les chrétiens ont toujours vécu en symbiose avec... les Algériens en Algérie.
Chaque année, la messe de Noël est diffusée par la chaîne 3 de la radio algérienne. Oui. Et un autre acte très fort de l'État algérien, c'est qu'en février 2023, le président Abdelmajid Tebboune a octroyé la nationalité algérienne à l'archevêque d'Alger, Monseigneur Jean-Paul Vesco. Donc les chrétiens, non, ils ne sont pas persécutés. Les chrétiens peuvent vivre leur culte en toute liberté en Algérie sans aucune pression. Donc on est en train d'inventer des histoires. À chaque fois, on peut sortir des choses. Tantôt, on parle d'un écrivain qui est poursuivi selon la loi algérienne, parce que Boualem Sansal est un Algérien, qui est poursuivi par l'État algérien parce qu'il a osé dire des choses en portant atteinte aux frontières historiques de l'Algérie, en vertu de l'article 87 du Code pénal. Et tantôt, on peut sortir ces questions de liberté de culte, etc. Il y a un ancien ambassadeur, on en a parlé plusieurs fois, Xavier Driancourt, qui apparemment ne quitte plus les plateaux et qui est devenu un grand spécialiste de l'Algérie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il connaît en Algérie, et qui parle de tout et de rien, qui porte des accusations contre tout le monde, sans qu'il soit démenti. La même chose pour les autres noms de l'extrême droite, Eric Ciotti, Eric Zemmour, Sarah Knapo, etc., etc. Et dernièrement, l'Algérie a rapporté, je pense à travers l'agence APS, Algérie Presse Service, une réponse cinglante par rapport à cette aide au développement. Parce qu'on fait vraiment des choux gras par rapport à cette question, on nous donne de l'argent par-ci, par-là, comme si l'Algérie était un pays qui demande de l'argent. C'est un pays qui a des ressources très très fortes et qui réalise aussi des bénéfices, qui a des réserves de change très élevées, qui ne va pas demander à la France de lui donner quelques sous, alors que ce pays croule sur une dette de 3 400 milliards d'euros. C'est pratiquement du jamais vu dans l'histoire de la France. C'est un pays qui est à l'arrêt, presque à l'arrêt, en plus de la crise politique intérieure. Et cette campagne anti-algérienne fait partie justement d'un stratagème. C'est peut-être pour cacher la crise profonde qui touche le pays. La crise interne qui vient de quoi bien parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'un parti de gauche a gagné, qui veut gouverner, on veut l'empêcher de gouverner. Pour ça, donc, on envoie la balle ailleurs pour détourner l'attention, notamment des médias. Exactement. Abdelkader Lahmar, je reviens vers vous. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de campagne de désinformation et de haine orchestrée donc et menée par l'extrême droite et certains lobbies sionistes? C'est clair que les relations, déjà on a une histoire commune entre la France et l'Algérie et qu'il y a toujours eu des tensions. Et ces tensions, elles sont marquées déjà pour des raisons historiques, dues à la colonisation, dues à la guerre d'indépendance. Aujourd'hui, les tensions, elles sont exacerbées, elles sont d'ordre politique. Effectivement, on a eu deux gouvernements successifs avec un point commun, c'est un ministre de l'Intérieur qui se prend pour un ministre des Affaires étrangères. Retailleau. Oui, on le sent, on sent qu'il y a eu un basculement de la position de Macron vis-à-vis de l'Algérie, sachant que quand même en 2017, quand il était en campagne pour les présidentielles, il y a eu un espoir de reconnaissance des responsabilités historiques de la France, puisqu'il avait parlé de crimes contre l'humanité. Je rappelle aussi qu'en 2022, lors de sa visite, il avait, avec le président Tebboune, missionné une commission mixte d'historiens qui a été chargé de travailler sur la réconciliation des mémoires. D'ailleurs, on attend toujours ces résultats. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en 2025 ? Eh ben, on a un revirement. Et effectivement, oui, je crois qu'il a été happé par une droite et une extrême droite un peu nostalgique de l'Algérie française, qui est regrettable. Très bien. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler, Salim Kechoch, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'extrême droite amplifie cette crise pour éclipser, comme le disait tout à l'heure Faisal Matawi, la crise de la Ve République, à savoir donc un gouvernement sans majorité parlementaire, un pays sans budget pour 2025, en tout cas, un ministre de l'Intérieur qui se prend pour un ministre des Affaires étrangères. J'ai pas envie de dire une ruse, mais c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. C'est que quand une nation est un peu dans une faiblesse, elle trouve un ennemi commun, ou c'est quelque chose qu'on utilise depuis la nuit des temps. La diversion. Donc voilà, c'est la diversion. Donc ça, c'est pas que la France. Je veux dire, c'est quelque chose que beaucoup de gens utilisent. Et moi, pour tout vous dire, franchement, je regarde plus trop la télé. Parce que quand j'allume les chaînes d'infos, j'ai l'impression de voir un sketch de Malik Bentala. Donc, sincèrement, ça me... Voilà, quand j'ai envie de m'informer, je m'informe de moi-même. Je vais chercher, je peux plus. En fait, à un moment donné, il y avait ces chaînes d'infos qu'on laissait en continu et ça me rendait anxieux. Oui, je dois avouer que l'actualité, moi, me désole. Ce qui se passe à l'international, ce qui se passe en Palestine, ça m'attriste tellement, en fait, que franchement, vraiment, les bras m'en tombent et j'essaye à travers mon art, à travers ce que je fais, comme disait tout à l'heure Slimane Dazi,
d'apporter ma pierre à l'édifice et de faire que les choses avancent et de parler des choses qui nous rassemblent, de parler des choses qui nous lient, de parler d'amour, d'avoir un discours vraiment, et je le fais très sincèrement, d'essayer d'avancer, d'essayer de combattre voilà, cette haine qu'on peut recevoir et que la meilleure réponse qu'on peut apporter, c'est justement de montrer que c'est faux et de montrer que c'est pas comme ça. Et c'est de cette manière-là que j'espère que j'essaye d'éduquer mes enfants et de leur donner ce courage de l'avant, parce que sinon on baisse les bras, on n'avance plus et on fait tous la guerre les uns aux autres, et c'est pas le but. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que pour moi l'Algérie c'est un pays accueillant, c'est un peuple hospitalier, et ça m'attriste aussi qu'on montre les Algériens comme des gens véhéments, comme des gens guerriers, tout ça, et que voilà, qu'on se gargarise là-dedans. Donc moi j'essaie de montrer autre chose. Abdelkader Lahmar, je reviens vers vous. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, donc le ministre de l'Intérieur, le ministre français de l'Intérieur, se prend aujourd'hui pour un ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que sur le plan diplomatique, la France est perdue? Est-ce que la France est perdue? Moi, je garde encore espoir, mais c'est clair qu'actuellement, les tensions elles sont à son paroxysme entre la France et l'Algérie. Mais je garde espoir, pourquoi? Parce qu'il y a quand même une partie importante de la France et des Français qui croient en cette réconciliation, qui a envie de construire des passerelles entre nos deux pays, entre les deux peuples. Donc aujourd'hui, on a un président qui est en difficulté politique. Vous connaissez les résultats des dernières législatives. On a un gouvernement qui a fait moins de 5% aux dernières législatives et présidentielles. Donc aujourd'hui, leur objectif, c'est clair, ils sont dans une reconquête électoraliste. Et donc, ils vont chercher les voix de l'extrême droite. Mais il y a quand même en France une partie du pays qui est pour la réconciliation. Et moi, je fais confiance quand même je fais partie d'un groupe, la NFP, qui n'est absolument pas dans la même position que le président Macron. Sauf qu'aujourd'hui, sur les plateaux, on entend que les chaînes télé extrêmes, racistes, voilà, qui attisent les haines. Très bien. Mahdi Ghazar, est-ce qu'aujourd'hui c'est un rideau de fumée qui est mis en place par l'extrême droite pour masquer justement tout ce qui se passe dans l'Hexagone? Écoutez, c'est indéniable qu'il y a une cabale qui est organisée contre l'Algérie. On accuse depuis à peu près 15 jours l'Algérie sur tous les sujets. Il fait froid, c'est à cause de l'Algérie. Il n'y a pas de soleil, c'est à cause de l'Algérie. On mange mal, c'est à cause de l'Algérie. Il y a un nuage au-dessus de l'Antarctique, c'est à cause de l'Algérie. Tout est du fait de l'Algérie. Vous pouvez ramener ce que vous voulez comme sujet. Vous mettez Algérie au milieu, boum, les vues, elles explosent. L'audimat, il explose. Tout le monde est content, tout le monde fait du pognon. On est devenu... moi, je vais employer un terme qui va faire jaser. Je sais que comme d'habitude, demain, je vais me faire déchirer sur tous les plateaux d'extrême droite en France. L'Algérie est devenue, sur le plan de vue médiatique, je pense, le sujet le plus bankable qu'il y ait eu depuis 5 ou 6 ans. Je vous le dis, j'assume mes propos. Dès qu'on parle mal de l'Algérie, et je précise mal, hein, parce que c'est très important, et alors là, si vous saupoudrez d'un peu d'Algériens qui crachent sur l'Algérie, là, c'est le summum. Là, vous êtes au box-office, sans mauvais jeu de mots par rapport au cinéma, vous êtes au box-office de l'audimat. C'est-à-dire que là, vous crevez les compteurs. Si vous trouvez un Algérien qui critique et qui dit du mal de l'Algérie, c'est bon. Vous avez un 24 heures jackpot complet. Ça, c'est bon. Et ils vous font de 7 h du matin jusqu'à 23 h cette même personne qui critique sur l'Algérie. Et moi, je trouve ça désolant. Parce que moi... je vois des choses qui se passent dans le monde qui sont très graves. Je vois 46 000 morts en Palestine. Je vois des gens qui meurent de faim. Je vois des enfants qui ne sont pas vaccinés contre diverses maladies. Je vois des hôpitaux où il n'y a pas assez de médecins. Je vois des gens qui meurent dans les brancards des urgences dans des pays développés. Je vois des millions de choses tous les jours qu'on minimise pour dire il y a deux gars qui ont fait des TikTok. Alors, qu'on ne soit pas d'accord, que ça soit indéfendable, il n'y a aucun souci. Mais est-ce que c'est vraiment le sujet principal? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie est une menace? Je ne le pense pas et j'en suis même certain que non. Donc, revenons à la raison. Je pense que la diplomatie doit prendre toute sa place et que ce n'est pas sur TikTok, sur Twitter,
sur les différents réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision, que nous allons réussir à avoir des paroles sensées et des paroles de raison. Donc que chacun reprenne sa place, que chacun s'occupe de son domaine de prédilection, que les ministres des Affaires étrangères parlent en tant que ministres des Affaires étrangères, que les ministres de la Justice parlent du domaine de la justice, de l'intérieur, et ainsi de suite. Voilà, c'est très important. Je pense pour aller dans votre sens, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui qui s'occupe de la politique extérieure de la France. Est-ce que c'est Bruno Retailleau qui parle de l'Algérie? Est-ce que c'est Benjamin Haddad qui s'occupe de l'Europe? Il parle aussi de l'Algérie. Est-ce que c'est Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères? Ou est-ce que c'est le président Emmanuel Macron? Tout le monde parle de l'Algérie. C'est les chaînes, excuse-moi de te couper Faisal, c'est les chaînes d'extrême droite qui parlent le plus de l'Algérie. C'est les journaux d'extrême droite qui passent le plus de l'Algérie. Je me suis fait tailler en pièces, je me suis fait matraquer depuis 10 jours par tout ce qui est de droite dure, voire d'extrême droite. C'est dirigé. C'est dirigé. On avait la photo de Maderzal justement dans certains articles où on ne donne pas la parole à Maderzal. Évidemment, c'est le journalisme à la française, parce qu'on peut porter des accusations sans donner de la parole. Et donc, effectivement, ces médias, il y a eu le discours, par exemple, du président Macron sur l'Afrique. Vous avez vu comment il y a la vague de critiques de plusieurs pays africains, d'autres pays aussi. Donc, il y a des questionnements qui sont posés sur la politique extérieure de la France. Vous avez un ancien ambassadeur, Xavier Driancourt, qui a servi 2 fois en Algérie et qui passe chaque jour à insulter le pays. Ça veut dire comment on peut faire confiance à une diplomatie pareille? Et pourquoi c'est aujourd'hui? Parce que beaucoup d'experts, et je pense que la France insoumise, le parti de gauche, a bien répondu au sein du Parlement, où dit la guerre d'Algérie, c'est terminé. Arrêtez avec votre haine. Il a rappelé justement ce que disait Mahdi, où il y a des personnes qui passent des repas en France, où il y a le retour de maladies du scorbut, des maladies de Moyen Âge qui sont revenues. Ça ne fait pas la une des médias. Gamal Abina. Je vais taper très fort parce que j'ai eu l'occasion de faire il y a 2 jours une interview avec cet Algérien qui vomit sur l'Algérie du matin au soir. Un type qui est retourné. Il y a encore 5 ans, il était plutôt anti-Sansal. Maintenant, il est super anti-algérien. Complotisme, racisme, antisémitisme, tous les gros clichés éculés qu'il peut avoir. Il y a 100 ans, dans les années 20, parce qu'on est dans les années 20 maintenant, 100 ans plus tard, on répète la même chose, c'était les Juifs qui étaient ciblés en Europe parce que l'Europe allait mal. Il y avait une crise économique qui s'accélérait, 29 arrivaient bientôt. Et aujourd'hui, la France, comme beaucoup de pays européens, va mal. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une pression de l'extrême droite en France, comme dans le reste de l'Europe, qui est identifiable, sauf en Angleterre, Dieu merci, en Espagne et en Italie, parce qu'ils connaissent quand même pas l'Italie. Extrêmement ethno-racialiste, je veux dire. Maintenant, l'ethno-racialisme a fait place à de la haine anti-musulmane. C'était un masque. En réalité, c'est bien l'arabe qu'on visait. Et ce qui se passe, c'est que moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec ce monsieur pour une interview dans un magazine français qui tire un peu à droite, et je l'ai atomisé. Parce que le type qui passe son temps à le vomir dessus, il n'est pas très intelligent. Il n'est pas très cultivé, il ne connaît pas l'histoire. Et il expliquait cette histoire de soi-disant il faut taper dedans, parce que ça va 5 minutes la blague. Il y aurait... Donc l'Algérie devient une sorte de république islamique. Donc on chasse du chrétien, voilà ce qui est en train de se dire. Et j'ai dit à ces imbéciles, parce qu'on peut dire que c'est des imbéciles, que le terme est dédié, il n'y en a pas d'autre. Un peu de culture, un peu de réflexion. Il y a une époque, effectivement, où les pères blancs posaient problème en Algérie pour des raisons coloniales, qui n'ont rien à voir avec des raisons qui sont liées à la religion, puisque la religion, on la respecte, chose qui n'est peut-être pas vraie de l'autre côté. Et d'expliquer que l'Algérie ferait de la chasse aux musulmans, parce que soi-disant elle est proche de l'Iran, maintenant ça vient de sortir ce nouveau, proche de l'Iran, proche de la Turquie, donc islamiste. On en arrive lentement vers ça, donc il faut être très clair là-dessus. La haine anti-algérienne entretenue par l'extrême droite frustrée qui a perdu l'Algérie et qui rêve d'y retourner, c'est son obsession, est alimentée par une crise économique, 3300, 3400 milliards de dettes monumentales extérieures, alimentée par un gouvernement illégitime qui aujourd'hui est en place, alors qu'il pèse moins de 6%, c'était dit tout à l'heure par le député LFI, alimentée par un blocage budgétaire duquel ils ne savent pas dépasser ce cap, parce qu'il faut voter le budget, et ils tapent sur qui? Sur l'arabe, sur le bougnoul, sur le maghrébin, bref, on connaît la musique. Donc maintenant, il faut être très clair. Nous pensons, j'en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure, que nous, les franco-algériens en l'occurrence, mais algériano-français, on peut dire aussi, avons un rôle à jouer. On est nombreux en France, et tout comme Macron est pris en otage, nous ne voulons pas être pris en otage par l'extrême droite, crasseuse, qui se répand en longueur de médias pour nous vomir dessus. Nous devons peut-être faire un lien avec M. Macron pour qu'il sorte de ce piège, de ces gens qu'il conseille. Retailleau, c'est quoi? Retailleau, c'est un homme qui se rêve président. Il vise 2027. Oui. Il se prend pour Sarkozy.
Il va dans l'outrance. Sarkozy, c'était le Karcher, lui, c'est l'Algérien. Mais c'est toujours la même cible. Donc, il faut faire très attention à ça. Aujourd'hui, soyons vigilants. Il y avait un espoir avec M. Macron. Nous espérons qu'il ouvrira la porte à nouveau et qu'il ouvrira les yeux sur la réalité. Mais il y a surtout un désespoir avec ces gens-là qui sont des gens qui sont inscrits dans le passé. Très bien. Badis Khnissa, très rapidement, avant de retourner vers notre invité, vous rejoignez les propos de Gamal Abina, vous qui êtes également... vous qui vivez également de l'autre côté de la Méditerranée, qui êtes franco-algérien. Non, mais je m'inscris totalement sur ce qui a été dit, avec des mots justes, hein, et pas du tout outrancier ou autre. Hein, c'est au contraire, d'ailleurs, moi je rappelle le vieil adage, hein, tout ce qui est extrême est insignifiant, et aujourd'hui je pense qu'on a la preuve justement de cette droite extrême et extrême droite qui a quand même réussi un hold-up diplomatique. Aujourd'hui, la diplomatie française n'est plus sous l'autorité ou entre les mains du ministre des Affaires étrangères ou même sous l'autorité du président lui-même. Et je rappelle, vous avez évoqué tout à l'heure Retailleau qui se prend pour un ministre des Affaires étrangères, moi j'irai plus loin. Aujourd'hui, on a des médias qui se prennent pour les ministères des Affaires étrangères, qui sont devenus des porte-paroles justement d'un discours haineux qui tire son essence de la haine de l'autre et puis qui finalement qui permet d'isoler et même d'humilier finalement la France d'un point de vue diplomatique. Faut-il le rappeler? Donc, et puis, c'est ce qui a fait entrer aujourd'hui la France dans ce que j'ai qualifié de diplomatie d'improvisation. Or, la diplomatie, c'est du sérieux. Et d'ailleurs, cette extrême droite et droite extrême a essayé aussi de piéger les deux États. D'abord, l'Algérie, elle a poussé vers l'erreur, elle a poussé vers l'outrance. Or, la diplomatie algérienne, c'est du sérieux, c'est de la rigueur, c'est du droit. Et que de retenue. D'ailleurs, les différents communiqués, notamment du ministère des Affaires étrangères, ont été l'illustration parfaite justement de la sagesse de la diplomatie algérienne qui ne ferme pas non plus la porte justement du retour à la raison notamment de la diplomatie française, mais pour peu que justement que la France arrive effectivement, peut-être à travers des leviers comme Gamal avait évoqué, des dénominateurs communs, des leviers, de ce trait d'union qui est notre communauté qui est aujourd'hui stigmatisée, et c'est pas par hasard, c'est pas innocent. Mais pour revenir un peu à ce qu'on disait, c'est que cette extrême droite et droite extrême aujourd'hui essaye, certes dans une politique de diversion, certes dans des, je dirais, basses manœuvres politiciennes pour du braconnage électoral, disons les choses clairement, mais il faut aussi rappeler que de l'autre côté, nous avons des éléments qui ont amplifié cette improvisation aujourd'hui, que d'ailleurs la France première en paye le prix, non seulement vis-à-vis de l'Algérie, mais aussi d'autres pays, d'autres continents comme l'Afrique, rappelons-le. Et vous savez, aujourd'hui en France, on est en train de gouverner avec le système de conclave, donc fumée blanche, fumée noire. C'est pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, la diplomatie française a besoin de reprendre sa boussole, de retrouver ses valeurs, de retrouver aussi la considération qu'elle doit porter à des pays pivots comme l'Algérie. Et pour cela, elle a besoin de changer son prisme, elle a besoin de changer sa considération, mais surtout aussi d'établir aussi une relation respectueuse avec une Algérie puissante. Abdelkader, pardon Mahdi, très rapidement avant de revenir vers vous. Abdelkader Lahmar, je voudrais vous poser une question. Quelles sont selon vous les perspectives de résolution de cette crise diplomatique? Est-ce qu'on va vers une résolution donc, de cette crise ou est-ce qu'on se dirige vers une escalade comme le voudraient certains? Moi, je vais reprendre un peu ce qui a été dit. C'est clair que l'immigré, il a toujours été le bouc émissaire pour cacher un petit peu le déclassement économique du pays. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Le Pen, déjà à l'époque, disait 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés. Mais moi, j'ai envie de faire la distinction quand même entre le pouvoir actuel, c'est-à-dire qui est caractérisé, représenté par Macron et son gouvernement, qui, lui, est clairement à une politique qui est dictée par des considérations électoralistes internes et qui s'est fait happer par l'extrême droite. Donc il y a le pouvoir, mais il y a aussi la France. Et il y a des Français, et je pense que c'est la majorité des Français, qui veulent une approche équilibrée, apaisée. Et moi, donc, je fais confiance à cette partie-là, justement, c'est l'objectif que je me donne, c'est pour ça que je m'investis en politique, pour renverser ce pouvoir qui est clairement anti-immigré, anti-Algérie, de toute façon anti tout ce qui est étranger, hein, tout ce qui est différent. Donc voilà, c'est important qu'on fasse quand même la distinction entre les deux, c'est-à-dire qu'une diplomatie, elle est changeante, elle n'est pas figée dans le temps.
cette diplomatie actuelle, elle est faite par ce gouvernement qui est clairement anti-algérien. Donc, moi, je lance aussi un appel à tous les Français et à tous les Algériens. Hein. Moi, je fais partie je suis binational, donc je suis héritier de l'immigration et français. Donc, justement, pour dire stop, et nous on veut autre chose, et donc on veut un pouvoir qui soit dans une approche plus apaisée. Et moi j'ai quand même confiance en la... Très bien, merci Abdelkader Lahmoud. Je rappelle que vous êtes député français NFP LFI. Merci également à vous, Salim Kachouch, d'avoir été avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, merci pour cette émission. Merci à vous également de nous rester fidèles. Rendez-vous samedi prochain. Au revoir.